Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc on est ici dans le Café Philo créé par Brit avec Edith et moi-même. On a repris donc la saison 23-24 et pour démarrer on accueille donc Estelle Deléage qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Caen Normandie. Elle est rédactrice en chef plus de la revue Écologie et Politique. C'est une revue trimestrielle. Non, semestrielle. Pardon ? Semestrielle même. Ah, semestrielle, oui, pardon. Oui, c'est bon aussi. Semestrielle, dont elle est la directrice et la rédactrice en chef. Donc aujourd'hui, on va aborder le monde des paysans alternatifs, semeurs d'avenir, dont Estelle est l'auteur. Et je crois que le mieux, c'est de lui passer la parole, lui demander de se présenter. Très bien. Et lui demander ce que c'est qu'un paysan alternatif. Parfait. Je vais répondre à cette question. Entre autres. D'accord. Entre autres. Ah oui, bien sûr. Je vais, entre autres. Merci, Christian, pour cette invitation. Et Brit, que je salue. Voilà. Et Edith. Voilà. Merci, Edith. Et merci à tous et toutes d'être venus, si nombreux, effectivement. Et donc, pour introduire cette présentation, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il y a dans le bouquin parce que l'idée, c'est d'échanger avec vous. Mais je vais reprendre quelques éléments importants du livre. Et donc, pour introduire ma présentation, je vais d'abord poser une question, voilà, pour démarrer, qui est un peu la question qui me travaille depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur les questions paysannes. Et donc, pourquoi, une question très simple, vous allez voir, pourquoi finalement la question des alternatives paysannes, qui est au cœur de cet ouvrage, mais je parle aussi d'autres choses, du productivisme agricole, et puis de la question du changement social, j'aborde des questions un peu plus larges. Alors pourquoi cette question ? C'est une question fondamentale, en ce sens qu'elle nous fait réfléchir finalement, alors à la fois à l'époque dans laquelle nous vivons, mais aussi au monde qui est derrière nous, parce que voilà, les paysans, ça nous fait réfléchir à ce qu'il y avait avant, et à celui que nous sommes en train de construire. Donc finalement, je trouve que la question paysanne, je vais y venir en conclusion, c'est un très bon analyseur du changement social, des mouvements sociaux, qui traversent nos sociétés aujourd'hui. Donc ça, je vais essayer de répondre à ça. Alors pour y répondre, je vais d'abord dire quelques éléments de mon parcours. Voilà, Christian a dit quelques mots, je vais reprendre, je vais développer un peu. Après, je vais essayer de montrer dans un deuxième point en quoi cette question des alternatives paysannes, finalement, elle constitue un enjeu social et politique majeur. C'est un des éléments du livre. Et puis après, je présenterai ce que j'appelle les leçons des alternatives paysannes. Alors finalement, qu'est-ce qu'elles nous enseignent aujourd'hui pour réfléchir à la société dans laquelle nous vivons ? Parce que là encore, j'insiste sur le fait que les paysans, c'est pas un prétexte, parce que moi, je travaille vraiment là-dessus, mais c'est vraiment un très bon analyseur de la société dans laquelle nous vivons. Alors mon parcours, je vais un peu parler de mon parcours. En fait, d'où je parle. Voilà, c'est important de savoir d'où je parle. Je ne vais pas recommencer en remontant au lycée ou à l'école primaire. Je vais commencer à parler de mon parcours après le bac. En gros, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et voilà, pour m'intéresser aux questions paysannes, pour en arriver là. Alors, ce que je dirais, c'est que le fil rouge de mon parcours, c'est la démarche pluridisciplinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est cette démarche, finalement, qui m'a permis de comprendre donc la démarche pluridisciplinaire qui consiste à articuler plusieurs disciplines. Moi-même, je suis un produit de cette démarche pluridisciplinaire, et c'est ça qui m'a permis de comprendre la complexité des agricultures paysannes, parce que c'est assez compliqué finalement le projet de ces paysans. Alors, en fait, moi j'ai fait plusieurs bifurcations, voilà, depuis après le bac, je vais commencer après le bac. Alors une première bifurcation, quand je décide, alors que je suis en train de faire mes études d'ingénieur agronome, parce que j'ai une formation d'ingénieur agronome, de me spécialiser en sciences économiques et sociales. Donc, de quitter progressivement l'agronomie, voilà, comme science des agroécosystèmes, et pour m'intéresser plutôt aux questions sociales, politiques, etc. Alors, je décide donc de me spécialiser en sciences économiques et sociales,
Et donc pour ça, je vais suivre un enseignement qui existe toujours à AgroParisTech, qui en fait a été créé par René Dumont. Je ne sais pas si vous connaissez René Dumont. Voilà, il est connu. Premier candidat aux élections en 1974. Voilà, alors c'est pas René Dumont que j'ai eu comme enseignant parce que René Dumont était déjà à la retraite. Mais ses héritiers, voilà. Il a créé une école, René Dumont, qui s'appelle l'agriculture comparée. Et donc je décide de me spécialiser non pas en agronomie, mais en agriculture comparée pour essayer de comprendre en fait, avec une approche déjà globale et pluridisciplinaire, c'est le but de l'agriculture comparée, les conditions à la fois économiques, sociales, politiques du développement de l'agriculture à l'échelle internationale. Parce que René Dumont s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, aux questions nord-sud, à ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Le terme, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Ça, c'est la première bifurcation. Alors, la deuxième bifurcation, donc je finis mes études d'agro, mais en me spécialisant en agriculture comparée. Deuxième bifurcation, là, je me rends compte que cette formation en agriculture comparée, elle est très intéressante. En tout cas, elle m'a fait sortir de la biologie, de l'agronomie, mais elle est très centrée sur une approche technico-économique et un peu progressiste. Voilà, on pourrait dire même marxiste, avec l'idée donc que l'agriculture, elle se lie à travers des rapports techniques et économiques. Et donc elle évacue un peu, c'est un peu secondaire, la dimension sociopolitique de l'agriculture, la dimension anthropologique, etc. Alors du coup, je décide de me spécialiser un peu plus en sociologie pour m'intéresser à ces ressorts sociopolitiques de l'agriculture. Et donc c'est là que je m'engage dans une thèse de doctorat en sociologie pour m'intéresser à l'agriculture en général, mais aussi plus spécifiquement, c'est là que je commence à m'intéresser aux agricultures alternatives qui font l'objet donc de l'ouvrage. Et en fait, c'est à cette époque que je réalise, j'étais un peu naïve à l'époque, ça me paraît banal aujourd'hui, que finalement il y avait des rapports de domination dans l'agriculture, que c'était un monde assez conflictuel, et des résistances à ces rapports de domination. Et que les paysans alternatifs, justement, que je commence à étudier à cette époque, il y a longtemps, ça fait une vingtaine d'années, ils résistent assez bien à ces rapports de domination. Alors je me dis, tiens, Et la lecture technico-économique de l'agriculture comparée, elle ne me permet pas trop de comprendre pourquoi ils résistent, en fait. Voilà, c'est insuffisant. Donc je me dis, il faut aller chercher ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième bifurcation. Et puis la troisième et dernière bifurcation, c'est lorsque je me mets à travailler au sein de la revue Écologie et Politique, dont Christian a parlé. Voilà, ça c'est le dernier numéro, dont je suis directrice aujourd'hui. Et donc cette revue Écologie Politique qui a été créée en 1992 par mon père, en fait, Jean-Paul Deléage. Donc cette revue Écologie et Politique, en fait, elle me permet d'arrimer un peu plus cette question des alternatives paysannes aux enjeux portés par l'écologie scientifique et politique. Parce qu'en fait, je réalise, au cours de ma thèse, que le projet de ces paysans alternatifs, je vais y venir, il est très solidaire, finalement, d'une réflexion sur le rapport au vivant, le rapport à la nature, la question des générations futures, le rapport à la terre, etc. Ils sont très préoccupés par toutes ces questions qui, à l'époque, moi, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Et je me rends compte que c'est un peu le cœur de leur réflexion. Voilà, comment transmettre une terre aux générations futures, une terre habitable, ce qui est aujourd'hui très à la mode, mais qui était, dans les années 90, quand j'ai commencé ma thèse, ils étaient un peu pionniers, en fait, dans cette réflexion. Donc voilà les trois bifurcations. Et donc j'ai un peu empilé tout ça. Alors pas seulement empilé, j'ai essayé d'articuler tout ça. Et voilà, aujourd'hui, j'enseigne la sociologie, comme l'a dit Christian. Mais je mobilise pas mal quand même mes connaissances d'agronome et ce travail, cette accumulation disciplinaire, cette articulation disciplinaire pour essayer de comprendre la complexité donc, de ces alternatives paysannes. Alors, venons-en au fait maintenant. Venons-en au bouquin lui-même, après cette présentation de moi-même. Alors la question des alternatives paysannes, c'est mon deuxième point. En quoi finalement c'est un enjeu social et politique majeur aujourd'hui, de mon point de vue. Alors pourquoi c'est un enjeu social et politique majeur ? Parce que on se rend compte aujourd'hui que finalement, dans un contexte de démultiplication des problèmes environnementaux, alors pour partie lié à ce qu'on appelle le productivisme agricole, le fait qu'on produit pour produire, sans se préoccuper des retombées sociales, écologiques, etc. Et dans ce contexte, finalement,
on se rend compte que ces paysans alternatifs, je vais en dire un peu plus après, ils proposent un projet intéressant, nouveau, et qui rompt, en tout cas, avec ce productivisme agricole. Ils sont peut-être la solution au problème. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc, dans les années 90, on peut dire, au moment où la critique du productivisme agricole, elle devient flagrante, voilà, pour tout le monde. C'est une époque un peu particulière, les années 90, c'est une époque où il y a une conscientisation écologique importante. C'est l'époque de la conférence de Rio, qui institue la notion de développement durable. Et à cette époque, en fait, l'agriculture alternative, elle commence à être un peu prise en compte, on commence à en discuter dans l'espace public. Voilà. Donc ça, c'est le contexte politique. Ça commence à devenir un enjeu, voilà, social et politique. Et en même temps, alors c'est ça qui est un peu à la fois compliqué et paradoxal, en même temps, elle commence à être entendue, écoutée, en partie reconnue. Je vais revenir un peu sur l'histoire précise de ces agricultures alternatives. Et en même temps, ce modèle agricole, industriel, productiviste, on peut l'appeler comme on veut, il continue son chemin et il reste le modèle dominant. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. C'est toujours le modèle dominant. Et donc la France, mais c'est pas seulement la France, je vais un peu plus parler de la France maintenant, en fait n'échappe pas à ce double mouvement. À la fois une démultiplication des alternatives en matière agricole, qui viennent contester ce modèle, et en même temps un mouvement de fond qui continue à être dominant, voilà, et qui accompagne la disparition des exploitations agricoles, le suicide des agriculteurs, vous connaissez ça, la pollution des sols, voilà, il y a une actualité permanente là-dessus. Donc ce modèle, il est dominant à tout point de vue, et voilà, et il vient se confronter en permanence à ces agricultures alternatives. Alors c'est dans ce contexte-là, un peu paradoxal ou complexe, que je me dis, finalement, ce modèle dominant, il est dominant, voilà. Il est très défavorable aux agricultures alternatives, puisqu'elle propose autre chose, un projet très différent. Et en même temps, ces paysans alternatifs, ça fait quelques années que je commence à travailler sur ces questions, ils résistent, même ils se développent. Enfin, ils se développent. Il y a de plus en plus d'alternatives. Alors comment ça se fait ? Finalement, il y a quelque chose qui m'échappe toujours, et je me dis, mais comment est-ce possible que ces agriculteurs, ces paysans, ils résistent, voilà, ils se maintiennent, ils se développent, il y a de plus en plus d'associations d'agriculteurs, voilà. Voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse finalement depuis une vingtaine d'années, c'est essayer de comprendre pourquoi ils résistent. Qu'est-ce qui fait qu'ils résistent à ce modèle et qu'ils sont même, je dirais, moins vulnérables que ceux qui entrent dans le modèle, qui choisissent d'y entrer à plein, enfin qui rentrent complètement dans le modèle et qui finalement sont plus vulnérabilisés par ce modèle. Alors je vais... Les paysans alternatifs sont moins vulnérables. Oui, moins vulnérables que ceux qui sont dans le modèle et qui finalement sont plus touchés par le suicide, etc. C'est ce que montrent un peu les travaux. Ils sont moins vulnérables. Ils échappent au système. En fait, je vais expliquer pourquoi ils sont moins vulnérables, mais ils arrivent à échapper au système. Les autres, ils entrent dans le système qui finit souvent par les broyer. Voilà, le mot est assez... Le broyer, ça peut conduire au suicide ou ils quittent la terre, etc. Eux, ils résistent assez bien. Je ne dis pas que... Enfin, je veux dire, ils sont aussi en partie dans le système, donc c'est compliqué, mais ils résistent assez bien. Je vais expliquer pourquoi ils résistent assez bien. Alors, avant de répondre à la question de Christian, finalement, qui sont ces paysans ? Si on peut en faire un profil type, c'est pas très facile parce que il y a plusieurs générations déjà, et puis voilà, il y a des profils assez différents, mais je vais essayer d'en tirer quelques éléments. Je vais d'abord donner quelques éléments historiques de cette histoire des agricultures paysannes alternatives en France, avant de savoir qui ils sont, d'où ils viennent historiquement. Et je retiendrai donc, c'est très schématique, 4 grandes étapes en fait dans la formation de ces agricultures alternatives, pour simplifier. Alors la première étape, c'est les années 50-60. On pense qu'ils ont émergé sur la scène de l'histoire il y a 20 ou 30 ans, pas du tout. C'est pas une génération spontanée comme ça, c'est un travail de longue haleine qui a commencé dès les années 50, en plein dans la modernisation de l'agriculture. C'est assez ancien. Et dès le début de la modernisation, d'après-guerre, la modernisation s'accélère, on est dans un contexte de pénurie alimentaire, etc.
Eh ben, il y a déjà au sein de ce qu'on appelle la gauche paysanne, c'est-à-dire le syndicalisme agricole à l'époque est unique, c'est la FNSEA, que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de la FNSEA, le syndicat majoritaire aujourd'hui. Au sein de la FNSEA, donc, il y a ce qu'on appelle la gauche, ce que les historiens appellent la gauche paysanne, donc des paysans qui disent « ça suffit, il faut sortir de ce syndicat unique, il faut contester le projet de modernisation ». Et donc, dans le syndicalisme, les agricultures alternatives, elles naissent au sein du syndicalisme même, qui commence à se fissurer dès les années 50-60. Et donc, au sein de ce syndicalisme qui se fissure, on assiste déjà à une critique que je vais qualifier de socio-économique de la modernisation de l'agriculture. La question environnementale, on ne connaît pas encore dans les années 50-60. Alors, il y a des paysans qui sont très impliqués dans cette critique. Il y en a un qui est très connu dans le monde paysan qui s'appelle Bernard Lambert. Bernard Lambert qui a écrit « Les paysans dans la lutte des classes ». Et Bernard Lambert, il analyse le processus de modernisation de l'agriculture dans des termes marxistes, en fait, en montrant que les petits paysans qui se prolétarisent sous l'effet de la modernisation de l'agriculture, et ben finalement, ils ont des intérêts convergents avec les ouvriers, par exemple. Voilà. Ça devient des prolétaires face au développement de l'agroalimentaire, de l'industrie en général. Voilà. Et il écrit les paysans dans la lutte des classes, préfacé à l'époque par Michel Rocard, dans cette période-là. Donc mai 68, dans cette première période, joue un rôle important, un rôle de catalyseur pour ces paysans qui commencent à être en rupture avec le syndicalisme agricole classique, avec la FNSEA. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les années 70. Alors qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Le mouvement écologiste en France est en train de se constituer. On a parlé de Dumont, qui va se présenter en 1974 aux élections présidentielles. Et donc, la critique syndicale de ces paysans, qui commence à formuler cette critique dans les années 50-60, elle s'élargit, en fait, dans les années 70 à d'autres mouvements. Au mouvement écologiste en particulier, mais aussi au mouvement associatif plus globalement. Et donc, on assiste, dans les années 70, à la construction, finalement, d'un autre développement agricole qui commence à intégrer les préoccupations environnementales dans ces revendications. Alors, par exemple, c'est dans ces années-là que l'agriculture biologique se constitue comme mouvement. Alors, sur le terrain, elle n'est pas encore reconnue, l'agriculture biologique. La Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, qui existe toujours aujourd'hui, elle est créée dans ces années-là, 78 environ. Ça, c'est la deuxième étape, les années 70. Alors, la troisième étape, c'est chronologique, c'est les années 80. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? On assiste à une consolidation, ce que je vais appeler une consolidation des agricultures alternatives, grâce, entre autres, de manière très caricaturale, à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Élection de Mitterrand, nomination d'Édith Cresson au ministère de l'Agriculture, qui a été la seule femme ministre de l'Agriculture, qui a été débarquée assez vite, d'ailleurs, Édith Cresson, sous la pression de la FNSEA. Et donc, tout ça a été une période très faste pour les alternatives en train de se constituer, puisque la gauche incite, en fait, toutes ces alternatives qui étaient un peu dispersées, il faut le dire, à se rassembler pour faire corps et pour s'opposer à la FNSEA. Donc, c'est ce qui se passe, effectivement. Et la Confédération paysanne, que vous connaissez aussi, autre syndicat, mais de gauche, critique de la FNSEA, est créée dans ces années-là, en 1987. Et la Confédération paysanne, en fait, elle réunit, elle n'est pas née tout comme ça en 87, elle réunit des mouvements, les paysans travailleurs, d'autres mouvements, c'est une autre histoire, qui s'est déconstituée dans les années 70, dans l'après 68, il y a quelques rassemblements célèbres, sur le plateau du Larzac, par exemple. La Confédération paysanne, c'est vraiment le fruit de cette période un peu faste pour la gauche paysanne. Et puis cette consolidation des agricultures alternatives, pour terminer, elle se traduit aussi par la reconnaissance progressive de certaines d'entre elles. La bio, par exemple, l'agriculture bio est reconnue officiellement en 1980 par une loi d'orientation agricole. Elle devient... et donc il y a des cahiers des charges... qui sont adossés à cette agriculture bio. Elle rentre officiellement, en fait, elle se normalise en quelque sorte. Alors la dernière étape, pour finir sur cette histoire rapide, c'est ce que j'appelle
alors c'est les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est une période d'institutionnalisation de ces agricultures alternatives. Donc reconnaissance, en fait, on commence à reconnaître voilà, ces agricultures alternatives. Et ça passe par deux choses, cette institutionnalisation. D'abord, la prise de conscience par tous ces paysans sur le terrain qu'il faut élaborer des références, les diffuser, enfin faire connaître leurs pratiques. Et pas seulement être dans l'opposition, la résistance, mais dire voilà nos pratiques, elles sont éprouvées maintenant, ça fait 30 ans qu'on les teste. Donc voilà, éprouver les pratiques et montrer, parce que la recherche agronomique, oui j'ai oublié de dire, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, s'intéresse très peu à ces alternatives. Et donc il faut que les paysans eux-mêmes, en fait, produisent ces connaissances, et c'est ce qu'ils font. Ils consignent ces connaissances dans des cahiers techniques de l'agriculture durable. À l'époque, on parlait d'agriculture durable, pour les diffuser. Enfin, l'idée, c'est qu'elles se diffusent par phénomène de taches d'huile voilà, dans les campagnes. Ça, c'est la première phase de l'institutionnalisation. Puis la deuxième phase, c'est le développement, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, d'une conscientisation écologique à l'échelle internationale. C'est la conférence de Rio. Et cette conscientisation écologique, elle a des effets sur les politiques publiques agricoles, puisque les politiques publiques agricoles, pour la première fois dans l'histoire de la politique agricole commune, vous avez tous entendu parler de la PAC, et bien la PAC, qui est instituée dans les années 60, pour la première fois, alors elle a été réformée plein de fois la PAC, mais pour la première fois, en 1992, elle introduit ce qu'on appelle des pratiques agro-environnementales. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de la politique agricole commune, on décide, enfin la puissance publique décide de rémunérer les agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques environnementales. On rémunère par exemple ceux qui se convertissent à la bio, etc. Et de la même manière, en France, il y a une loi d'orientation agricole à la fin des années 90 qui reconnaît ce qu'on appelle le caractère multifonctionnel de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette loi d'orientation agricole, elle dit, OK, les agriculteurs, c'est des producteurs, voilà, donc ils produisent, voilà, mais c'est pas seulement des producteurs économiques, quoi, voilà, ils entretiennent le paysage, ils créent de l'emploi, etc. Donc l'agriculture, c'est ça la multifonctionnalité. En fait, elle a plusieurs fonctions. Elle n'a pas seulement une fonction économique. Et on avait un peu réduit l'agriculture à sa fonction économique pendant toute la période de modernisation. Voilà, c'était seulement des producteurs. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'histoire. Je vais en venir maintenant à qui sont, je vais répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Mais ce que l'on peut dire en résumé, c'est que finalement, les agricultures alternatives, elles ont mis 40 ans à se constituer, à être reconnues institutionnellement. Elles le sont aujourd'hui. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, parce que cette reconnaissance, elle pose des problèmes aujourd'hui. Et les paysans ou les agriculteurs, j'utilise le terme un peu, on pourra revenir sur ces dénominations, finalement, qui portent ces agricultures alternatives, et ils condensent en quelque sorte toute la critique sociale, écologique des mouvements sociaux qui existent depuis les années 70. Ils ont aussi empilé, sédimenté, tout ça s'est sédimenté dans différentes, il y a 3-4 générations maintenant, qui sédimentent tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que ces paysans, ils ont un statut, ils sont reconnus, alors plus ou moins, hein, mais en tout cas, ils ont un statut qui les a fait sortir de la marginalité des années 70. Voilà, les bio, dans les années 70, c'était, voilà, ils étaient marginalisés, considérés comme des marginaux. Aujourd'hui, ils sont moins marginalisés, ils sont minoritaires, je vais y venir, mais pas marginaux, en tout cas, parce qu'ils sont en partie intégrés dans le système, en partie intégrés et en partie instrumentalisés. Du coup, le problème aujourd'hui, c'est que l'instrumentalisation, je vais dire ça comme ça, de ces agricultures, le détournement, pour le dire autrement, de leurs pratiques. On est à un moment un peu crucial dans cette histoire. Alors finalement, voilà, je vais arriver à mon dernier point, j'espère que je suis à peu près dans les temps. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces agricultures alternatives ? Alors, donc, entre autres, qui sont ces paysans ? Quels projets défendent-ils ? Et pourquoi ils résistent ? J'ai toujours pas vraiment compris, si, mais répondu à la question de départ, pourquoi ils résistent. Alors, pour les enseignements, qu'est-ce qu'ils nous enseignent ? Je retiendrai 3 idées importantes. Première idée, où je vais un peu dire qui ils sont. Finalement, aujourd'hui, les paysans alternatifs, ils sont minoritaires.
impossible de chiffrer exactement combien ils sont, parce qu'ils ne sont pas statistiquement recensés, parce qu'un paysan alternatif, c'est pas... le recensement agricole, il recense des types d'exploitation en fonction de leur dimension économique. Donc c'est lié à la surface, à la production, etc. Un paysan alternatif, ce qui le caractérise, c'est un projet de société, voilà, qui est en rupture avec le projet de modernisation. Ce n'est pas une dimension économique. Voilà. Donc ils n'existent pas dans les statistiques. Enfin, ils sont invisibilisés par les statistiques. Donc on peut dire qu'ils sont minoritaires, ça c'est sûr, mais combien sont-ils? J'essaye de donner quelques chiffres dans l'ouvrage, mais c'est très approximatif, parce qu'en plus il y a ceux qui sont dans des réseaux. J'ai parlé d'un certain nombre de réseaux, là, bien reconnus, donc on peut les compter, ceux-là. Ceux qui sont à la Confédération paysanne, par exemple. Est-ce qu'ils sont tous alternatifs? La plupart, en tout cas, ils ont ce projet. Puis il y a ceux qui sont individuellement en rupture, mais qui ne s'affilient pas à des réseaux particuliers. Voilà. Et comme les statistiques voilà, ne les comptabilisent pas, on ne sait pas exactement combien ils sont, mais on peut dire qu'ils sont minoritaires. Alors minoritaires, mais en même temps assez insérés institutionnellement. Oui. Et donc à la conf, je ne sais pas combien d'adhérents, je ne sais pas. À la conf. Moi, dans le livre, je dis qu'il y a environ 10 000, voilà, dans les réseaux, tous les réseaux alternatifs, associatifs, etc. La plupart sont adhérents à la Confédération paysanne, hein, ça va ensemble, mais c'est pas... Voilà. La Confédération paysanne, c'est un syndicat qui défend effectivement un autre type d'agriculture, mais 10 000, c'est ceux qui sont un peu référencés par les réseaux associatifs. Ouais. Sur un nombre de un peu moins de 400 000 exploitations agricoles. Exploitation agricole. Alors une exploitation agricole, ça peut... Disons une exploitation égale un chef d'exploitation. C'est comme ça que donc le ratio est tout petit. Mais après, il y en a plus. Hein, il y en a plus que ça. C'est ceux qui passent par les réseaux associatifs. Voilà. Donc ça fait très peu. Mais c'est sûrement plus. Mais c'est peut-être 10%. Je ne sais pas. Puis il y a tous ceux qui sont dans des démarches intermédiaires. C'est assez compliqué à évaluer. Alors voilà, ils sont minoritaires, mais d'un point de vue de leur profil sociologique, si on peut essayer d'établir un profil, ils appartiennent à ce que j'appelle, dans le livre, une élite culturelle et politique, parce qu'ils ont un parcours de socialisation qui est tout à fait riche, diversifié, etc. Et en tout cas, beaucoup plus diversifié que ceux qui sont dans l'agriculture intensive, productiviste, qui ont des parcours agricolo-centrés, je vais dire ça comme ça, hein. Voilà, qui ont une formation agricole type bac agricole ou un peu plus, et qui s'installent assez jeunes, donc dès qu'ils ont fini leur formation à 20 ans, etc. Les paysans alternatifs, pour les suivre depuis 20 ans, c'est pas du tout le même profil. C'est rare qu'ils s'installent juste après. Ils ont aussi une formation agricole parce que c'est nécessaire maintenant pour s'installer. C'était pas nécessaire il y a 50 ans, mais on est obligé de... Voilà. Pour avoir les aides à l'installation, mais ce n'est pas du tout les mêmes profils. Ils font des détours, ils voyagent, éventuellement ils ont une autre activité professionnelle avant de s'installer. Donc il y a une forme de maturité en fait, qui en fait les sort aussi de la logique agricolo-centrée. J'insiste là-dessus et qui explique aussi qu'ils sont tournés vers la société et vers des questions qui sortent de la production simplement, voilà. Ça c'est quand même un facteur explicatif important. Alors, ces parcours de socialisation, voilà, qui sont pluriels, qui articulent les engagements syndicaux, culturels, politiques et tout ça que je décris dans l'ouvrage, finalement, ça explique en partie, je vais y venir à la question de la résistance, leur capacité à résister à ce que j'appellerais la violence symbolique. Il n'y a pas que de la violence symbolique, hein. Il y a aussi de la violence physique. On le voit dans tous les mouvements de répression, là, les méga-bassines, etc. Mais il y a aussi une très grande violence symbolique dans le monde agricole. Et ça leur permet de résister à ça. Ils ne s'engagent pas dans le projet de modernisation, qui est comme le modèle dominant toujours aujourd'hui. Et donc, ils résistent assez bien parce qu'ils sont armés, en fait, culturellement, politiquement. Voilà. Ils ne sont pas tout seuls. Alors, il y en a qui sont tout seuls, mais la plupart sont quand même très insérés dans des réseaux militants. Et donc, ils arrivent à lutter pour ça, parce qu'ils sont dans des collectifs, et ça les aide beaucoup à lutter. Voilà, ce que l'on peut dire aussi en termes de profil, c'est que ces agriculteurs ou ces paysans, pour les plus âgés d'entre eux, la première génération, ils ont souvent bénéficié d'une scolarisation beaucoup plus longue que les autres, qui sont dans le système intensif. Alors, à l'époque où la scolarisation obligatoire, elle n'était pas
Elle était balbutiante. Voilà. Pour les plus jeunes, les nouvelles générations, c'est obligatoire. Donc voilà. Et puis comme je l'ai dit, voilà, à l'instant, voilà, il y a vraiment cette idée de parcours biographique assez diversifié, de détour. Vraiment, l'idée du détour, le détour, c'est très important. Finalement, pour avoir cette capacité à résister, voilà, à la modernisation, au projet de modernisation. Ça, c'est la première idée. Alors, la deuxième idée, mais qui est totalement solidaire de la première, c'est que finalement, ces parcours riches de socialisation, l'engagement culturel et politique de ces paysans, eh ben, ça leur permet d'accéder à l'autonomie. Le maître mot, finalement, du projet de ces agriculteurs alternatifs ou de ces paysans, c'est l'autonomie. Ça fait 20 ans que ça ne bouge pas. Ce qu'ils cherchent, c'est à être autonome. Je vais expliquer ce que ça veut dire, être autonome. Alors, l'autonomie, c'est un mot qui peut être un peu daté, qui fait référence à des mouvements des années 70, l'autogestion, voilà, c'est ça, ça fait référence à ça. Mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, ces agriculteurs, ils pratiquent ce qu'ils appellent eux-mêmes une agriculture autonome et économe, c'est eux qui utilisent ces termes. Et finalement, ce qui est assez manifeste, c'est que c'est grâce à cette socialisation plurielle, en fait, qu'ils acquièrent cette autonomie. Voilà. C'est pas une autonomie spontanée. Ils ne sont pas spontanément autonomes, en fait. En fait, c'est parce qu'ils sont socialisés, parce qu'ils lisent, ils font de la politique, ils ont des engagements, qu'ils deviennent autonomes. Voilà. Plus que les autres. Voilà. Et alors, en étant autonomes, finalement, donc, ils acquièrent un certain nombre de règles, voilà, à travers leurs apprentissages. Et en fait, ça leur donne aussi une capacité à les contester, ces règles. Voilà. C'est parce qu'ils ont acquis, voilà, ces règles qu'ils les contestent, qu'ils en inventent d'autres, qu'ils ont une forme d'imagination assez importante. Voilà, et donc ce que je peux dire, je n'ai pas tout à fait terminé sur la question de l'autonomie, mais que finalement, c'est ça que je trouve intéressant dans le projet de ces agriculteurs alternatifs, c'est qu'ils s'éloignent vraiment, dans leur projet, de la représentation sociale dominante qu'on a des agriculteurs. Alors, il y a un sociologue que vous connaissez tous qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui a écrit dans les années 70 un texte qui s'appelle « Une classe objet ». Voilà, et Bourdieu, il explique que les paysans sont la classe objet par excellence, en fait. C'est-à-dire, ils sont parlés par les autres, c'est les dominés. En fait, les paysans, ils incarnent la figure de la domination, ils sont du côté de la domination. Ils sont toujours parlés par les autres, de l'extérieur, donc c'est ce que Bourdieu appelle la classe objet. Alors, je dirais que les paysans alternatifs, ils sont assez... ils démontrent le contraire, en fait. Ils démontrent qu'ils ne sont pas parlés par les autres, qu'ils ont une capacité de résistance, qu'ils ont une capacité à produire leur propre histoire, etc. Je dirais que donc ces agriculteurs, ils sont plus une classe sujet, ils ont une capacité, une conscience de ce qu'ils font d'eux-mêmes, une capacité réflexive qui est assez étonnante. Et donc ils viennent contredire en quelque sorte ce que dit Bourdieu. C'est vrai que à l'échelle de l'histoire, à l'échelle internationale, les paysans, ils ont souvent été dominés, maltraités, etc. Historiquement, il y a quelque chose de vrai dans ce que dit Bourdieu, mais là, en tout cas, eux, ils s'éloignent très sensiblement de cette idée de la classe objet. Voilà, et puis pour terminer sur la question de l'autonomie, pour être un peu plus concret peut-être, qu'est-ce que c'est concrètement en termes de pratique, l'autonomie? Finalement, c'est quoi être autonome pour un agriculteur? Alors c'est très simple en fait, c'est très simple. L'agriculture autonome, c'est tout simplement une agriculture qui valorise au mieux les ressources naturelles qui sont présentes dans l'exploitation agricole. Voilà. Donc c'est la vache qui broute, c'est ça l'agriculture autonome, c'est en Bretagne par exemple, dans les zones de bocage, dans les zones d'élevage, et c'est la vache qui... Les paysans disent qu'il y a une barre de coupe à l'avant, elle broute en fait, la prairie, et puis ces déjections viennent alimenter la prairie, et puis ça fait un cycle écologique. C'est ça, c'est caricatural un peu ce que je dis, mais c'est un peu ça l'agriculture autonome.
C'est laisser des prairies en Bretagne, arrêter de cultiver du maïs et puis mettre des vaches au champ, les laisser, elles broutent et puis elles enrichissent le sol. Bon, je vais le dire comme ça. C'est comme ça, voilà, ça me paraît simple. Et donc, en fait, l'agriculture autonome, elle fait avec les ressources, le terroir, en fait, voilà. Elle ne va pas chercher à l'extérieur, voilà. Elle limite, du coup, la division du travail, la spécialisation de l'activité agricole. Et donc, elle rend finalement les agriculteurs moins dépendants. Être autonome, c'est être moins dépendant, tout simplement. Alors, moins dépendant de quoi ? Moins dépendant matériellement. Voilà, quand on regarde les pratiques de ces agriculteurs, on se rend compte qu'ils achètent moins d'engrais, voire ils n'en mettent pas parce qu'ils sont bio. Ils n'achètent pas de pesticides, puisqu'ils sont... Alors, ils ne sont pas tous bio, mais il y a quand même une tendance. L'agriculture bio, c'est un peu l'horizon de toutes ces agricultures alternatives. Ils ne sont pas tous bio, mais c'est un peu ce vers quoi ils tendent. Voilà, ils achètent moins de matériel agricole aussi, parce qu'ils n'ont pas besoin de machines hyper sophistiquées, etc. Donc, ils sont moins dépendants financièrement du crédit agricole. Ils ne sont pas endettés, quoi. Voilà, pour le dire autrement. Et puis, du coup, ils ne sont pas endettés, ils sont moins dépendants du système, donc ils ont une moindre dépendance immatérielle. Ce n'est pas seulement de la dépendance matérielle, mais ils arrivent à se détacher du système. C'est ça l'autonomie, finalement. Ils sont moins dépendants de l'agro-industrie, ils vendent dans des circuits courts leurs produits pour contourner l'agro-industrie, la grande distribution, etc. Par exemple, voilà, ils ne sont pas dépendants du technicien de la chambre d'agriculture parce qu'ils inventent leurs propres pratiques, leurs propres normes techniques qui ne sont pas référencées ni à la chambre d'agriculture. Je simplifie un peu, je caricature un peu, parce qu'ils travaillent aussi un peu avec la chambre d'agriculture et avec la recherche agronomique. Voilà, donc ils ont une capacité à s'extraire en partie, parce qu'ils vivent quand même dans la même société que les autres. Et puis, quand ils vendent dans des circuits courts, ils sont insérés dans le marché. Ils vendent, il y a des échanges marchands, mais en fait, ils récupèrent la plus-value qui est captée par la grande distribution et qui conduit les autres sur les routes, parce qu'ils n'ont pas de revenus, etc. Voilà, donc c'est ça, être autonome, finalement, c'est ça en termes de pratique. Et donc, être autonome, ça veut dire quoi ? Si je monte un peu en généralité, ça veut dire avoir un rapport mesuré à la technique. On limite l'utilisation de la technique. On n'est pas contre l'usage de la technique, mais on limite l'utilisation. Et on essaye d'avoir, par exemple, des machines qu'on peut réparer soi-même. Voilà, c'est ce qu'un dénommé Ivan Illich appelle l'outil convivial. Ils sont du côté de l'outil convivial. Voilà, ça leur permet de limiter l'artificialisation de l'agriculture, parce que moins vous utilisez d'engrais, de pesticides, de machines, moins vous artificialisez le milieu, c'est simple. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est ça. Donc, vous ne cultivez pas d'OGM. Bon, en France, il n'y a pas de culture d'OGM. Vous n'utilisez pas de farine animale. Maintenant, c'est interdit, mais voilà. Pas d'hormones, pas d'antibiotiques pour les animaux, etc. Vous voyez, c'est un système assez vertueux sur le plan écologique. Et puis tout ça, ça leur permet aussi, c'est génial en fait, présenté comme ça, c'est assez génial. Bon, après, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils sont quand même ils sont dans un système qui les freine. Ils ont un autre rapport au travail, forcément. Parce qu'ils ne produisent pas des produits standardisés pour la grande distribution, pour l'industrie agroalimentaire. Ils produisent des produits artisanaux. Ils sont plutôt du côté de l'artisanat que de l'industrie. Voilà. Qui vont vendre dans des circuits courts. Et les consommateurs sont très contents parce qu'ils ont des bons produits, qui ont du goût, ils savent comment c'est produit sur le plan écologique, etc. Et eux, ils ont un autre rapport au travail. Voilà, c'est pas qu'ils travaillent moins, ils travaillent beaucoup, mais c'est un travail plus diversifié. Voilà, ils produisent ce que la philosophe Hannah Arendt appelle des œuvres. Ils sont du côté de l'œuvre et pas du travail, en fait. Ils œuvrent. Ils produisent des produits artisanaux, voilà. Et pour terminer, c'est vraiment très très vertueux. Il manque juste un peu des politiques publiques qui les accompagnent, en fait, qui les aident. Voilà, c'est ça un peu le gros manque. Et pour terminer, sur le plan économique, comme vous l'aurez compris, puisqu'ils tendent tous vers l'agriculture biologique, ils tendent à laisser de côté les énergies fossiles, puisque pas d'engrais de synthèse, etc., et à favoriser les énergies renouvelables. Voilà, les déjections animales, le vent, le soleil, l'eau, enfin voilà, les énergies renouvelables. Voilà, bon, finalement, donc tout ça s'engrange assez bien, ça s'imbrique assez bien. Et c'est ça, être autonome. Donc être autonome, finalement, c'est
totalement le contraire de la société dans laquelle nous vivons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décélérer, ralentir, décroître, diront certains, et donc s'opposer à tout le processus d'accélération que nous connaissons tous, quoi. Voilà. Eux, ils essaient, ils disent stop, on décélère. Voilà, donc c'est ça, pour répondre à ta question, Christian, c'est ça l'autonomie, finalement, en termes de pratique. Voilà. Alors, pour terminer, j'arrive à la fin. La dernière idée que je voudrais développer, mais c'est plus des questions que je vais poser, comme ça permettra peut-être d'ouvrir le débat, mais voilà, vous avez peut-être plein de questions à me poser, ou des remarques, voilà. La question que je me pose finalement, mais à laquelle je ne réponds pas vraiment, qui est à la fin de l'ouvrage, et qui est un peu, pour moi, un futur chantier de recherche, c'est jusqu'où finalement ces paysans alternatifs, et puis tous ceux qui résistent avec eux, ou qui travaillent avec eux, comme moi, et bien jusqu'où ils vont être capables de continuer à résister. Parce que je l'ai présenté de manière très vertueuse, hein, ils résistent, ça c'est vrai qu'ils résistent, plutôt bien. Ils résistent parce que simplement ils échappent en partie au système, c'est ça leur grande force. Mais jusqu'où? Parce que c'est difficile quand même de résister, c'est très difficile, parce que c'est des luttes permanentes, parce qu'ils sont attaqués en permanence, ils sont qualifiés aujourd'hui d'éco-terroristes. Ben voilà, ils vont s'opposer aux méga-bassines, ils sont... Pour certains d'entre eux, pas tous, ça c'est les plus radicaux, ils sont sur les ZAD, ils font partie des mouvements des faucheurs volontaires d'OGM, enfin voilà, donc c'est quand même un travail, c'est usant, il y en a quand même c'est fatigant, enfin voilà, le militantisme, surtout dans un monde où le militantisme a tendance un peu à s'essouffler, où le collectif a tendance à disparaître au profit de l'individualisme, ça, donc c'est quand même difficile, il faut le dire, hein. Il y a un peu de l'abattement de temps en temps. Donc voilà, donc jusqu'où ils vont pouvoir continuer à résister. Voilà, ça c'est ma première question. Et puis une autre question qui est liée à cette question, c'est finalement, est-ce que ces expériences qui sont à la fois individuelles et collectives, mais qui restent minoritaires malgré tout, parce que si elles étaient plus massives, on serait sorti du modèle dominant. Enfin, il y a quand même un fait, c'est qu'on est toujours dans ce modèle. Et comment on fait? Alors comment on fait? On n'est pas obligé de vouloir faire, mais comment ils font, eux, pour transformer ça en un mouvement plus massif? Ça, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Est-ce que c'est possible d'en faire un mouvement plus massif? Parce que ça fait 50 ans que ça dure, et pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà. À la fois, ils résistent, mais ça ne marche pas complètement. Et surtout, une question importante, est-ce que c'est possible sans pervertir, ça c'est aussi une question que je me pose, le projet initial? Parce que ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas trop dit, je l'ai dit très rapidement, c'est que finalement, l'institutionnalisation de ces alternatives, on en est là aujourd'hui, la reconnaissance de ces alternatives par des politiques publiques, par des consommateurs qui consomment de plus en plus, même si ce n'est pas dominant, dans des circuits courts, voilà. Et ça participe aussi à une forme de détournement, d'instrumentalisation de ces agricultures alternatives. Pourquoi? Parce qu'elles se normalisent. En fait, plus il y a de consommateurs qui veulent de la bio, et plus, pour répondre à la demande, on industrialise. Et aujourd'hui, par exemple, depuis une dizaine d'années, on voit émerger une bio industrielle qui est très développée en Espagne, un peu en France. Alors une bio industrielle, c'est de la bio, hein, c'est-à-dire que c'est sans pesticides ni engrais de synthèse, mais c'est produit sur des très grandes surfaces, avec un salariat précaire. Souvent, c'est des migrants, des saisonniers qui viennent d'Afrique du Nord ou des ex-pays de l'Est, donc des conditions sociales catastrophiques. Donc la bio-industrielle, ça n'a rien à voir avec le projet de rupture de ces paysans alternatifs. Mais c'est en fait, ils sont intégrés en partie au système, et en étant intégrés, ils sont récupérés. Voilà, donc c'est la question de la massification et des échelles, en fait. Est-ce qu'on peut massifier sans tomber dans les revers de la massification et de la normalisation, en fait? Et là, on est vraiment dans aujourd'hui, c'est ça. Hein. Le gros problème de ces alternatives, c'est qu'elles sont peut-être en train de perdre leur âme, entre guillemets, je veux dire ça comme ça. Voilà, donc en fait, ça c'est des questions. Comment on fait? Comment ils font pour sortir pas de la marginalité, mais de ce caractère minoritaire? Est-ce que ça doit passer par une fissure progressive du capitalisme? Voilà, il y a pas mal de théories là-dessus. Voilà, ça va se passer dans les interstices, et puis le capitalisme va finir par s'effondrer. Bon, je suis pas très sûre. Mais voilà, il y a des débats là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, comme on le pensait dans les années 70, il faut qu'il y ait des mouvements sociaux plus radicaux, qui permettent une rupture radicale? Voilà, ça c'est des questions. Hein. Voilà, moi j'ai pas de réponse à ces questions, pour terminer.
Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que moi, en tant que chercheur, sociologue, voilà, je trouve un intérêt particulier à faire des sciences sociales, et c'est pour ça aussi que j'ai quitté l'agronomie. Enfin, je ne l'ai pas complètement quitté, mais je me suis quand même beaucoup tournée vers les sciences sociales, parce que finalement, la force des sciences sociales, c'est qu'elles ont cette dimension critique. Voilà, c'est par essence, les sciences sociales, elles sont critiques. Voilà, elles ont cette capacité critique. Et c'est grâce à elles, finalement, que j'ai pu comprendre cette logique qui n'est pas simple. Et puis aussi accompagner, il faut le dire, parce qu'il y a un projet politique. Il y a à la fois un projet scientifique dans ce que je fais, mais il y a aussi un projet politique, puisque j'accompagne aussi. Enfin, en faisant ce travail, je les réhabilite un peu. Ces paysans qui sont pas mal maltraités, y compris par la recherche académique. Donc je les réhabilite un peu politiquement, théoriquement. Voilà, parce qu'ils sont maltraités, je terminerai là-dessus. J'ai un peu parlé de la répression des mouvements sociaux, enfin des paysans. C'est pas que de la violence symbolique dont je parlais tout à l'heure. Il y a une vraie répression. Voilà, il y a aujourd'hui une vraie répression. Je parlais du terme d'éco-terroristes, voilà, pour qualifier tous ceux, mais pas que les paysans, tous les soulèvements de la terre et tous ces mouvements qui s'opposent finalement à cette société néolibérale. Voilà, et donc pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, en quoi les paysans sont un bon analyseur du changement social, j'espère que vous avez saisi en quoi finalement ils sont un bon analyseur déjà de cette histoire de l'agriculture, du devenir de l'agriculture, mais on voit que finalement l'agriculture c'est un secteur qui est assez symptomatique, et les mouvements sociaux en fait qui traversent le monde agricole sont assez symptomatiques des mouvements sociaux actuels, portés plutôt par des jeunes, etc. Et qu'ils posent finalement des questions assez typiques de l'époque que nous traversons. Voilà. Et des mouvements sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec les paysans alternatifs. Enfin, j'en ai pas fini, mais provisoirement. Et merci pour votre écoute. Edith, je crois que tu avais préparé une question. Oui. Et puis après, on a plein de questions. C'est parfait. N'hésitez pas, mais vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez aussi témoigner. Deux questions simples. Simple. Quand on dit alternatif, tu as expliqué historiquement ce qu'ils sont, mais quand on dit alternatif, ça ne veut pas dire opposé. Non. Et ça ne veut pas dire en conflit. Donc, quand on dit que l'agriculture paysanne est alternative à l'agriculture industrielle et productiviste, ma question c'est, les agriculteurs paysans sont-ils adversaires, ennemis des agriculteurs conventionnels? Ils résistent, mais comment coexistent-ils avec les agriculteurs bio et avec les agriculteurs productivistes? Comment coexistent-ils avec? Ma deuxième question, c'est, ils sont passeurs d'avenir, c'est-à-dire qu'ils ont un projet que tu as indiqué, de responsabilité à l'égard de la planète et de justice à l'égard de l'humanité, des humains. Bien manger pour tous, voilà, et respecter la terre habitée par les vivants. Alors, comment construisent-ils, eux, de nouvelles relations entre bien manger, bien se soigner, bien vivre et respecter la terre que nous habitons? Voilà, ma deuxième question. Est-ce qu'on peut éduquer en suivant leurs idées, leurs idéaux, leurs programmes, leur façon d'exister? Est-ce qu'on peut éduquer au bien manger pour soi, pour tous, qui respectent la terre? Et par rapport à la décroissance, là il y a maintenant un livre qui vient de sortir et qui est très
qui est très connu, qui est très connu, moins la décroissance est une philosophie. Alors, quelle est leur relation à ce qu'on appelle la décroissance? Décroître, c'est, tu l'as dit, c'est pas revenir en arrière, c'est pas sacraliser les agricultures d'avant, c'est pas dire c'était mieux avant. Décroître, c'est décélérer, comme tu l'as dit, c'est bifurquer par rapport au modèle productiviste, industriel de l'agriculture. Alors, les paysans alternatifs, passeurs d'avenir, quelle est leur relation au décroître? Ok. Voilà, Alternatif, oui, alternatif, c'est pas opposé en conflit, mais si, c'est un peu opposé en conflit, parce que pour avoir un projet autre que celui, que le projet de modernisation, que l'agriculture industrielle, il faut un peu s'y opposer, ce d'autant plus que l'agriculture industrielle, elle est dominante politiquement, économiquement, etc. Donc il y a quand même des rapports conflictuels, d'opposition, mais pas que. Il y a des rapports d'opposition, des rapports conflictuels, mais qui accompagnent un projet. Voilà. On n'est pas que contraire, comme j'ai essayé de le montrer dans l'histoire, c'est-à-dire au départ, ils étaient dans l'opposition, la contestation, il faut stopper la modernisation, ça c'est le début. Et ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'être que dans l'opposition, c'était pas constructif en fait, et qu'il fallait faire la preuve qu'on pouvait vivre autrement. Et avoir un projet alternatif, proposer autre chose, et pas seulement dire la modernisation, parce qu'en plus on était dans une période dans les années 60 où voilà, on sortait de la guerre, etc. Donc voilà, donc il y a quand même les deux. Il y a l'idée du projet, de la projection, de l'avenir, mais ce projet, il s'oppose à quelque chose, et qui s'oppose à quelque chose qui est particulièrement violent, parce que la violence symbolique et politique, elle est quand même plutôt du côté du modèle dominant, il faut le dire. On pourrait parler aussi des pratiques violentes et non violentes, mais elle est de l'autre côté, la violence. Elle n'est pas du côté de ceux qui vont manifester, je reviens là-dessus, contre les méga-bassines, même s'il peut y avoir des débordements. Elle est du côté, la violence, elle est du côté de la violence policière, qui organise, en fait, et qui pousse. Voilà, donc il y a les deux. Il y a quand même des adversaires, des ennemis, voilà. Et alors la coexistence, alors est-ce qu'il y a une coexistence? Alors avec les bio, eux-mêmes ils sont bio, donc ils coexistent très bien avec eux-mêmes. Ils sont bio. Ce que j'ai essayé de dire, bon, bref, c'est leur projet d'être, ils ne sont pas tous bio, mais les bio, les agriculteurs bio, c'est une des alternatives. Donc là, oui, là c'est plutôt la coexistence avec les autres, avec ceux qui sont dans le modèle dominant. Est-ce qu'il y a une coexistence? Alors le terme de coexistence, il est très connoté. Il se trouve que c'est la FNSEA qui parle de coexistence et qui dit on peut tous coexister pour justifier la poursuite du modèle industriel en disant il en faut pour tout le monde, il faut des produits pour la consommation de masse, pour ceux qui n'ont pas les moyens, voilà, pour le dire vite, et puis des produits pour bio, pour une niche, une population plus aisée, parce que la bio, elle est finalement moins soutenue. Ça coûte moins cher à produire, mais elle n'est pas soutenue, donc elle revient plus cher aux consommateurs. C'est une aberration. Écologiquement, elle coûte moins cher, la bio, ça coûte moins cher pour la collectivité, parce que ça pollue moins. Il n'y a pas tous ces coûts externes en termes de santé, alors qui sont des coûts sur la longue durée, mais on sait que l'industrie, on le sait maintenant, que ça génère des cancers, des problèmes d'infertilité. Maintenant, c'est connu. D'abord chez les agriculteurs, il y a des études épidémiologiques qui montrent que c'est les premiers touchés par les pesticides. Voilà. Mais aussi dans la population, on sait que l'agriculture avec engrais, pesticides, etc., ça a des effets sur la santé. Et puis les produits transformés, ça va ensemble, issus de l'agroalimentaire, avec des additifs et tout ça, on sait aussi que ça a des effets maintenant à long terme. C'est ce qu'on appelle les faibles doses, c'est l'accumulation. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus ou moins dit, et voilà, mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cancers qui sont des cancers environnementaux, liés à l'alimentation et à notre environnement.
Voilà, et donc pourquoi je... Alors donc c'était la coexistence, oui c'est ça. Donc le discours de la coexistence, c'est le discours de la FNSEA et du ministère de l'Agriculture qui dit tous les modèles peuvent fonctionner ensemble. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, politiquement, économiquement, hein, voilà, c'est comme ça, qui est plus soutenu, et donc ça ne coexiste pas. Donc la coexistence, ils coexistent après dans leur quotidien, oui. Les bios qui ont un agriculteur productiviste à côté d'eux, ils sont bien obligés, dans leur quotidien, comme on coexiste avec son voisin, même si on n'est pas d'accord avec lui. Bon, voilà. En fait, ils ne peuvent pas avoir des terres à côté, parce que s'il y en a un qui... Alors, il y a des problèmes de contamination, oui, voilà. Du coup, ils sont bio, mais il y a des problèmes de... Donc, il y a quand même des conflits, voilà. Pour le dire, il y a des conflits d'usage, rien qu'à cause des pratiques, parce qu'un agriculteur, effectivement, intensif, qui épand, il y a une partie qui part dans l'air, dans l'eau, donc en fait c'est compliqué. Ouais. Donc le discours de la coexistence, c'est un discours fallacieux. Il n'y a pas de coexistence, même si dans les faits, il y a des conflits d'usage, mais c'est pas... Voilà, ils arrivent quand même à vivre ensemble plus ou moins. Mais non, il n'y a pas de coexistence, et c'est le discours de la coexistence, il est né au moment du développement des OGM, en disant on peut faire des OGM et de la bio en même temps, alors qu'on sait que non, il y a des contaminations, il y a des croisements, etc. Donc ça, c'est le discours de l'agriculture dominante, du syndicat majoritaire, qui, pour justifier la poursuite de son projet, tout en ne niant pas qu'il y a des problèmes, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes, dit faisons tout ça en même temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour passeur d'avenir, responsabilité, bon, on va peut-être... Voilà, et la décroissance, j'ai un peu répondu. Ce que c'est que la décroissance. J'ai répondu à cette question. Passons la parole aux autres, plutôt, pour qu'il y ait des échanges, parce que sinon je suis repartie. Moi, deux choses, elle a un petit peu dit, c'est qu'effectivement, quand on parle de paysans alternatifs qui utilisent pas, des fois on peut avoir le sentiment qu'ils reviennent à l'agriculture d'avant, mais c'est pas vrai. Il y a des exemples qui montrent où, parce qu'autrefois on faisait un peu l'agriculture... il y avait les traditions, mais c'était pas réfléchi, c'était pas... Quand on dit c'était mieux avant, non. Et donc ils montrent bien des fils qui reprennent en alternative, qui montrent à leur père comment on peut faire, parce que c'est réfléchi, parce que c'est des gens qui ont étudié, souvent en agronomie. Autrefois, les paysans ne les avaient pas étudiés, hein. Donc on reprenait ce qu'on faisait. Donc, c'est vrai que c'est pas revenir en arrière, on a étudié vachement le vivant maintenant par rapport à ça. Et quand même, il y a une question quand même essentielle, c'est par rapport à la propriété. Parce que quand même, le monde paysan, vous avez des fermes, et aujourd'hui, moi je viens de la ville, j'ai envie de me créer ma petite ferme. Enfin, c'est très cher, quoi. Il vaut mieux monter une entreprise, hein. Acheter une ferme, acheter des terres. Moi, je peux le dire, on vient de vendre une ferme. On a des terres. Moi, je ne peux pas les donner, même j'aurais des copains qui voudraient faire de l'agriculture alternative. Moi, mes terres, elles sont louées à des paysans du coin. Je ne sais même pas de quelle durée sont les baux. Elles ne sont pas à moi, mes terres. Hein. Et donc, c'est très difficile à reprendre. Vous voyez, j'aurais voulu accompagner quelqu'un. Non, à part de me fâcher avec tous les paysans de mon bourg, c'est pas possible. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Parce que pour qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, comment ils acquièrent les terres? C'est un vrai... Alors la question du foncier, c'est vrai que c'est un des freins majeurs de l'installation. Mais c'est parce que aussi le modèle dominant, tout le système d'installation est verrouillé par cette FNSEA qui dirige, elle préside quasiment toutes les chambres d'agriculture en France. C'est assez compliqué le parcours à l'installation, on ne s'installe pas comme ça. Alors c'est plus facile de s'installer quand on est fils d'agriculteur quand même. Voilà, la transmission elle est plus facile, même s'il faut racheter. Alors on peut louer aussi, hein, mais il y a quand même il faut leur racheter le matériel, les bâtiments, voilà, tout ça. L'histoire des baux à 18 ans et tout, mais après, il y a, en fait, dans ces alternatives, il y a pas mal de projets collectifs. En fait, la moyen d'en sortir, mais ça se prépare un peu avant, c'est de passer par des formes de... Alors, il y a une association qui s'appelle Terre de Liens, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui achète le foncier. Vous pouvez, en tant que citoyen lambda, moi, je peux acheter une part. Donc, en fait, c'est acheté collectivement par des citoyens qui mettent 100 €, 200 €, etc. Et ensuite, ils installent des paysans, qui sont sur une structure, qui louent, etc. Donc, en fait, il y a des manières collectives de reprendre la terre, ça c'est la première chose.
Après, plus les exploitations elles sont grosses, intensives, il y a des surfaces, plus c'est intransmissible, il y a quand même ce problème-là. Ah bah oui. Donc en fait, c'est pour ça que plus ça va se moderniser, s'agrandir et tout ça, plus ça sera cher en fait, parce qu'il y a du capital, il y a un capital qui est énorme. Et c'est là que c'est intransmissible en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de renouvellement en fait, et que quand un agriculteur part à la retraite, souvent ces terres elles partent à l'agrandissement. Elles partent chez le voisin qui récupère quelques hectares, voilà. Mais il n'y a personne, c'est trop cher en fait. L'accès est impossible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas impossible. C'est le système en fait qui verrouille les choses en fait, je veux dire, et qui défend aussi des projets d'installation qui sont rentables économiquement, mais la rentabilité économique c'est sur la même chose. Le petit paysan boulanger qui veut, c'est pas considéré comme un projet rentable, donc il est bloqué, on lui donne pas les aides. C'est un système en fait. Alors que c'est pas rentable, si c'est rentable. Il y a plein d'expériences, ils en vivent. Ils vivent très bien, alors pas forcément avec des revenus, mais bon, à la campagne, ils vivent bien avec des revenus, ils autoconsomment, voilà, ils travaillent moins, ou enfin, en tout cas différemment, etc. Mais vous avez raison, l'un des freins principaux, c'est l'accès au foncier. Et juste quelque chose sur le retour en arrière, non, d'accord, c'est pas un retour en arrière, surtout pas, et c'est souvent, d'ailleurs, les autres, qui sont dans le progrès, etc., disent qu'ils sont archaïques. Mais il y a quand même une interrogation des pratiques anciennes, en fait. C'est pas on revient en arrière, surtout pas, mais ils réinventent à partir de pratiques. Les circuits courts, par exemple, typiquement, c'est pas une invention. Non, c'était plus dans le... En fait, le circuit court, c'est ce que faisaient les paysans avant les années 50. Ils vendaient sur le marché du coin. C'est ça, le circuit court. Parce que, en fait, donc c'est pas un retour en arrière, voilà. Mais en fait, ils remettent au goût du jour, en fait, des pratiques anciennes, des savoir-faire anciens. Ils sèment, par exemple, on n'a pas parlé de la biodiversité animale et végétale, mais l'idée, c'est par exemple, pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité, ils élèvent des vaches, des races qui sont en voie de disparition. C'est ça, en fait. Donc, c'est des choses, c'est quand même ancien. Enfin, c'est quand même des... Voilà, où ils cultivent des plantes, des blés anciens, etc. Mais remises au goût du jour, c'est-à-dire avec des techniques, voilà. Quoique, certains reviennent à l'attraction animale avec le cheval. Il y a tout un mouvement dans ces alternatives où on revient au cheval, on abandonne le tracteur parce que c'est pas adapté à certaines pratiques, voilà. Donc il y a quand même pas mal de savoir-faire traditionnels qui sont réinventés, mais bien évidemment, d'ailleurs ils défendent pas ce projet-là, de retour en arrière, parce que le retour en arrière ça pose aussi des problèmes de comment vivaient leurs parents, de la cohabitation entre générations, c'était ça avant. Ils se sont quand même extraits d'un certain nombre de routines, de servitude, etc. Pour répondre ou réagir à... Est-ce que... Oui, j'ai une petite remarque. Au dire de votre conférence, je comprends que ces agriculteurs alternatifs et autonomes représentent 10 000 personnes, grosso modo. Ouais, voilà, ou plus. Par rapport à 400 000, ça représente 2,5%, grosso modo. Ils ne vivent pas trop mal, ils ne se suicident pas. En fin de compte, ils ont un modèle qui tient la route. C'est pas eux le problème, c'est peut-être les 390 000 autres auxquels il faudrait éduquer. Et ma question, c'est est-ce que ça passerait pas par une réglementation? Est-ce que c'est politique? Quels sont les freins? Quels sont les enjeux? Et comment est-ce qu'on peut construire des ponts avec un modèle qui fonctionne? Et par rapport à quelque chose surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, par rapport à l'Europe, des indicateurs de performance, des indicateurs de qualité, et ainsi de suite. Donc on peut peut-être construire un modèle et pouvoir faire une passerelle entre ces agriculteurs autonomes et alternatifs vers l'agriculture. Il y a plein de passerelles en fait qui existent déjà, parce qu'il y a plein de systèmes intermédiaires. À mon avis, ils sont quand même beaucoup plus que 10 000. Voilà, j'ai donné un chiffre parce que c'est ces réseaux-là. Réglementaire, je sais pas, parce qu'il y a déjà une réglementation, il y a plein de normes environnementales qui ne sont pas totalement respectées, depuis 20 ou 30 ans. C'est plus politique que réglementaire, en fait. C'est plus politique. En fait, c'est politique en sens que... Voilà, c'est la PAC, en fait, qui continue à donner massivement des subventions, tout en faisant une publicité énorme, mais sur la bio, les haies et tout ça, là, parce qu'on a dévasté le bocage en Bretagne, par exemple, voilà, et maintenant on replante des haies.
Et on donne de l'argent pour ça, mais globalement, les chiffres montrent que la majeure partie de l'argent continue à aller à l'agro-industrie, au système industriel. Donc il suffirait, mais le problème c'est qu'il y a des lobbies, quoi, en gros, pour le dire autrement, il y a des lobbies, il y a des pressions. La FNSEA fait partie de ça, en fait. Voilà, il y a des gens qui défendent ce modèle parce qu'ils ont intérêt à le défendre, parce qu'ils en retirent des bénéfices à titre personnel, hein. Voilà, donc c'est politique. En fait, il faudrait que la PAC réoriente, la politique agricole commune réoriente massivement ses subventions. Si tout le budget de la PAC, c'est la moitié du budget européen qui part à l'agriculture, et le reste se divise entre les autres secteurs, la culture, etc., parce que c'est un budget essentiel, hein, se nourrir, quoi, donc c'est la moitié, hein, c'est énorme. Si tout était donné, alors pas comme ça du jour au lendemain, hein, parce que ça poserait quelques problèmes pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces systèmes, mais à l'agriculture bio, agroécologique, on l'appelle comme vous voulez, voilà. Mais ça changerait carrément la donne, en fait. Mais il n'y a pas de volonté politique, parce qu'il y a des lobbies. Là encore, qui va négocier la PAC ? Qui va à Bruxelles négocier la PAC ? Les syndicats, ils sont représentés en fonction de leurs résultats aux élections professionnelles. La FNSEA, c'est le plus gros syndicat. Et donc, ils sont mieux représentés. Voilà. Donc, c'est une affaire politique. Voilà. Alors, aussi une affaire culturelle, on pourrait dire, parce que après, on pourrait donner massivement, mais il faut que les agriculteurs, ils adoptent les pratiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut peut-être une génération. Et donc, une affaire culturelle, donc une affaire d'enseignement agricole, mais qui intègre maintenant ces questions-là. Dans les années 60, l'enseignement agricole, c'était produisé, quoi. Voilà. Quand les fils de paysans, les premiers qui ont été obligés d'aller suivre avant les années 60, il n'y avait aucune formation obligatoire, on s'installait paysan, après ses parents, ses grands-parents. C'est devenu obligatoire dans les années 60, ça fait partie de la grande période de modernisation, mais à l'époque, on enseignait le productivisme, hein. On enseignait comment produire plus, avoir le plus gros tracteur, etc. Maintenant, ça a un peu changé. On intègre les questions environnementales, mais sûrement pas suffisamment. Voilà. Est-ce que vous avez calculé le nombre de personnes qu'il faudrait sur un modèle alternatif et autonome pour pouvoir convertir ces 400 000 d'exploitation agricole intensifs? Est-ce qu'il n'en faudrait pas peut-être 2 millions, ou 3 millions, ou 4 millions? Ah, combien il faudrait d'agriculteurs? Ah oui, il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait installer... Non, la Confédération paysanne, elle dit qu'il faut remettre... Elle parle d'1 million, je crois, d'agriculteurs. Je crois que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a une érosion qui... Alors, ça se tasse un peu, parce qu'on arrive à un moment où il y en a tellement plus. Ah, mais effectivement, ça veut dire remettre des gens à la terre. Qui veut y aller? Dans quelles conditions? Pour quels revenus? Le métier est très dévalorisé. Puis c'est un métier particulier, mais ça dépend. Quel métier est dévalorisé? Aller devenir un ouvrier à la chaîne dans une porcherie industrielle en Bretagne, ça, effectivement, ça ne fait pas rêver. Après, s'installer, je ne dis pas que ça fait rêver, mais ça fait peut-être plus. Il y a quand même pas mal de jeunes qui s'installent dans des projets collectifs. Collectif, ça veut dire qu'on a des week-ends, on peut partir en vacances. On n'a pas l'astreinte de la traite, par exemple. En élevage, c'est quand même une astreinte, la traite, tous les jours. Et ça se fait beaucoup maintenant dans la nouvelle génération. Et dans ces réseaux-là, il y a beaucoup d'installations collectives, voilà, avec un achat groupé du foncier. Donc ça ne coûte pas beaucoup, sur des petites surfaces. Donc on s'installe maraîcher, paysan boulanger, etc. Et bon, c'est quand même... Là, après, c'est un projet de vie. Il faut vouloir faire ça. Et je ne sais pas si on aurait 1 million ou 2 millions. Effectivement, du coup, ça nécessiterait... Mais en même temps, il y a du chômage. Enfin, je veux dire, ça serait peut-être une solution. Ça peut se penser globalement. C'est un projet de société, effectivement. Mais ça ne peut pas se faire du jour... Il y a un blocage politique, mais effectivement, après, ça nécessite que cette érosion elle se stoppe, de produire autrement. Voilà. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà. Il y a des leviers culturels, politiques, etc. Et donc, pour certains, ça paraît utopique, quoi, de réinstaller 1 million, je ne sais pas, 1 million de... Mais c'est une question qui se pose. C'est la responsable aussi. Les gens veulent du pas cher. Ah oui, après la consommation, c'est un levier aussi, la consommation. Si tout le monde... Mais après, quand on gagne le SMIC, est-ce qu'on peut... Alors que ça coûte moins cher. Enfin, on voit bien, il n'y a pas toutes ces externalités, là, toutes ces pollutions, mais que nous payons à travers nos impôts. En fait, toutes ces pollutions, les problèmes de santé générés, c'est nous qui les payons. Hein. En fait, c'est nous qui les payons. Il y a quand même en fait, alors que si... Il y a l'aspect aussi que beaucoup de gens maintenant ne consomment que du ultra transformé. Hein. Il y a des gens qui ne font jamais la cuisine. Alors, mais c'est aussi une question de temps, de rapport au temps. Je disais, eux, ils décélèrent. Ils sont dans ce projet-là de décélération parce qu'il faut avoir le temps aussi. Quand on
On achète des produits bruts. Alors, il y a des tas de cours de cuisine, des émissions. Oui, c'est très à la mode. Il y a quand même des tas de gens, moi je connais, ils commandent là, allez hop, ils mangent la pizza, le burger, le poulet grillé, et ils font. Mais ça, c'est lié au mode de vie urbain, au temps que nous n'avons plus ou que nous ne prenons plus. C'est ça l'accélération. Voilà. Oui, donc effectivement, ça, c'est assez complexe. Enfin voilà, le levier politique et économique, du coup, les politiques publiques, ça c'est un levier énorme. Mais après, il faut aussi que la société dans laquelle nous vivons veuille changer, consommer autrement, ralentir. Donc c'est tout un mode de vie. On est dans des sociétés hyper urbanisées, quoi, aussi. Éducatif et politique. Voilà. Donc voilà, il faut vouloir passer 1 heure à préparer son repas, abandonner le micro-ondes, arrêter d'acheter. Donc ça se fait pas. Il y en a qui veulent changer, mais est-ce qu'ils veulent tous? C'est ça le problème. Actuellement, non. Enfin voilà, effectivement, quand il y a une question de revenus, enfin, on voit bien que ceux qui consomment de la bio, c'est plutôt ceux qui, c'est pas les smicards. Enfin, le smicard, finalement, les plus bas revenus, c'est ceux qui alimentent le productivisme agricole, mais malgré eux, enfin, il faut pas les culpabiliser, ils n'ont pas le choix. En fait, ils peuvent pas s'acheter le panier bio qui est pas, même s'il y a maintenant il y a des systèmes solidaires ce qui n'existait pas avant, voilà, anti-gaspi, où c'est pas cher, ou bio dans les AMAP et tout, où c'est fait en fonction du revenu, mais bon, ça suffit pas. Et puis dans une société consommatrice, enfin, où on peut il y a ça aussi, avoir le bon smartphone et se manger des frites. Enfin, il faut quand même. Oui, il y a ça aussi. Non, mais c'est culturel. C'est sûr qu'il y a des. C'est culturellement. C'est que les gens, il faut choisir. Et ben, voilà. Préfèrent la voiture que le cheval ou la calèche. C'est sûr, mais c'est pas, on n'en est pas. Il ne s'agit pas forcément de tous circuler en calèche, même si ça peut être très sympathique. Voilà, prendre le temps. Après, il y a la question du temps, quand même, du rapport au temps, qui est essentiel, la compression du temps, parce que tout ça est lié à une hyper-compression du temps. Et même l'agriculture productiviste. Hein. En fait, c'est parti de là, c'est-à-dire que le hors-sol, le symbole de cette agriculture, c'est le hors-sol, qui comprime le temps, mais alors les rythmes déjà, on se passe du hors-sol. On se libère du sol, voilà. Les animaux, même, voilà, et normalement, ils vont, voilà, alors qu'ils sont un poulet, ça gambade, ça picore, etc. Et on comprime l'espace et le temps. Un poulet industriel, c'est 32 jours, je crois, dans un poulet intégralement hors sol. Un poulet label bio, alors même les labels bio, ils sortent pas tant que ça, mais c'est 90 jours, et ça donne pas le même. Mais 90 jours. Et ben on en produit moins, c'est une autre. Donc il y a ça, en fait, c'est tout le rapport au temps, il est quand même essentiel. Hein. La compression, voilà, on gagne du temps, on produit plus, on inonde. Après, pourquoi produire autant? Parce qu'on gaspille, on jette. Oui, mais le hors-sol aussi utilise beaucoup moins d'eau. Donc c'est aussi On utilise beaucoup moins d'eau, c'est-à-dire on récupère les eaux, les eaux ne sont pas perdues dans la terre. Oui, mais c'est un cycle, l'eau. C'est un cycle, l'eau. Oui, un cycle. C'est jamais perdu, l'eau. Quand ça retourne à la... Oui, il y a un cycle. Je vois pas très bien pourquoi on utilise moins d'eau. Oui, mais l'eau, c'est un cycle, donc ça repart à la terre. Ça dépend comment elle repart. Le hors-sol, ça génère des déjections, une concentration. Les élevages hors-sol, en fait... Pour les animaux, bien sûr. Pour les animaux. Ah, là, vous parlez du hors-sol, bah oui, les nitrates, tout ça. Le hors-sol, c'est une catastrophe, en fait. Ça concentre et qu'après, ça part... le hors-sol végétal... Oui, c'est ça. C'est une eau hyper polluée, en fait. Ça concentre... Les eaux qui sont au-delà des normes. Et le hors-sol végétal, c'est quoi le hors-sol végétal? C'est les fermes verticales, là. On cultive sous néon et tout ça. Alors ça, il y a tout un discours sur que c'est circuits courts dans les villes. Mais alors c'est complètement artificialisé comme environnement. D'un point de vue énergétique. Après, il faut regarder le coût énergétique global, en fait. Et donc, c'est de l'écologie industrielle. Hein. C'est-à-dire que tout est en circuit fermé. Il y a même je ne sais pas si ça existe, des projets de fermes verticales où vous avez les animaux en haut, enfin bon, qui viennent, ça s'est fermé, mais bon, voilà, après, c'est un coût énergétique, voilà. Parce que tu as le soja qui vient d'Amérique latine. Non, mais dans ces fermes verticales, on produit de la salade, c'est plutôt des... Voilà, mais c'est une catastrophe sur le plan énergétique. Hein. C'est très coûteux. Sur le plan écologique, ça ne fonctionne pas. Mais il y a un système interne de recyclage. Même dans les pays où ils sont en manque d'eau, où ils utilisent l'énergie éolienne et des panneaux solaires pour pouvoir alimenter tout ça,
c'est une hérésie. De quoi? D'utiliser l'énergie, les éoliennes, oui. le hors-sol, bah, c'est toujours mieux d'être attaché au sol. Ouais. Mais c'est pas dans quel pays qui n'ont pas d'eau utilisent ça. Les plus grands pays qui n'ont pas d'eau, c'est l'Afrique. Enfin, ouais, mais ils utilisent vraiment beaucoup. Il y a de plus en plus. À l'Arabie Saoudite, ouais. Oui, oui. Je pensais plutôt à l'Afrique. Je pensais pas à l'Arabie Saoudite. Ouais, ouais. Oui. L'Afrique subsaharienne, en fait, qui est quand même, c'est Oui, les régions les c'est plus. l'extrême. Ouais, ouais. Ah oui, ils peuvent dessaler l'eau parce que c'est ensuite. Ouais, mais le dessalement de l'eau, c'est un coût énergétique. En fait, c'est une aberration. Enfin, tout ça, c'est que En fait, ce qui est le plus écologique, c'est d'imiter les écosystèmes, en fait, et d'adapter les plantes aux écosystèmes. Donc en Afrique, alors avec le réchauffement climatique, c'est une catastrophe, mais il y a quand même des travaux d'agronomes qui montrent que voilà, il y a des agro-écosystèmes assez complexes qui utilisent des différents étages, l'agroforesterie en fait, et ça voilà, ça c'est quand même mieux. C'est des cultures locales, ce que consomment aussi les gens, donc culturellement c'est mieux. Mais la recherche agronomique, elle est très peu tournée vers ça. En fait, on sait que ça existe, ces recherches. Voilà, l'agriculture comparée, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils travaillent sur ces systèmes-là, qui sont des systèmes très résilients, pour parler à la mode, même si ce terme, j'aime pas trop le terme de résilience. Mais... Donc voilà, c'est plutôt faire de la recherche. Il faut faire de la recherche agronomique, mais sur ces systèmes-là, en fait. De plantes de sorgho, de plantes adaptées, éventuellement sélectionnées pour mieux résister à la sécheresse. Donc c'est plutôt ça l'avenir, et adapté aux écosystèmes. Alors il y a des écosystèmes extrêmes maintenant, effectivement. L'Afrique c'était déjà extrême, mais avec le réchauffement climatique, il y a des terres qui deviennent incultivables. Hein. Du coup, là, il y a même un problème, mais très, j'allais dire conjoncturel, non, mais récent, lié au réchauffement climatique. Il y a les terres qui sont incultivables, il y a les populations qui migrent parce que les terres sont inondées, il y a des terres qui disparaissent, là, intégralement, plutôt en Asie. Donc ça, c'est des phénomènes plus récents et nouveaux, les migrants climatiques, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est une réalité, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, je ne sais pas si c'est un autre sujet, mais effectivement, ça aggrave la situation qui est déjà compliquée dans ces pays-là. Donc je ne sais plus d'où on était parti d'ailleurs, mais des leviers politiques et culturels pour en arriver à ça. Il y a différents modes de culture ou d'agriculture. Est-ce qu'il y a des modes, disons, qui sont plus développés que d'autres? Quand je parle de mode, je ne me rappelle plus comment, avec de la paille, enfin, il y a des façons effectivement de revenir à l'ancienne, etc. Est-ce qu'il y a des modes agricoles? Ouais, des pratiques agricoles, tu veux dire, qui sont dans ces alternatives? Il y a plein de pratiques. Voilà, c'est ça. La bio, c'est la bio, par exemple, mais l'agroforesterie dont je parlais. Oui. Voilà, le fait d'associer des cultures qui se... les arbres, l'espace arboré, ça protège du soleil, ça fait de l'ombre, et puis il y a aussi des systèmes pour éviter de mettre de l'azote. L'azote, c'est essentiel pour que les plantes poussent. Alors on peut mettre ce qu'on appelle des légumineuses. Les légumineuses, elles captent, elles transforment en fait l'azote. Donc les associations de cultures, en agroécologie, ça fonctionne assez bien. L'idée, en fait... Donc après, ça se décline de plein de manières. Voilà. La permaculture aujourd'hui, il y a plein de techniques différentes. Il y a ceux aussi, la biodynamie, c'est les bios qui font un rappel au, je sais pas si, bon voilà, je sais pas exactement, au cycle, aux astres, etc. Bon, qui pensent que ça joue sur les sols. Donc en fait, des pratiques, il y en a plein qui sont éprouvées plus ou moins. Mais l'idée en fait commune de tout ça, c'est qu'il faut reconstituer des écosystèmes en fait où les plantes elles sont en symbiose, en fait elles se complètent. Tu vois, c'est-à-dire ça n'apporte de l'azote pour les autres. C'est ça l'idée en fait. Donc limiter les écosystèmes. C'est ça l'agriculture écologique. Voilà. Et rompre avec ce qui différencie toutes ces pratiques de l'agriculture industrielle, c'est la monoculture en fait. Où on a simplifié à l'extrême. Et du coup, on cultive la monoculture de soja, de maïs. En Bretagne, on fait du maïs. Là, c'est pas du tout adapté. En plus, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d'eau. Bon, ça, il y en a un peu de l'eau en Bretagne, mais le soleil, c'est des plantes ça vient d'Amérique latine, le maïs. Hein.
Donc c'est pas spécialement adapté. Voilà, et donc la monoculture de maïs, la monoculture de blé, ça appauvrit les sols. En plus, c'est cultivé sur une période restreinte de l'année, donc quand on a récolté, il y a les sols restent nus, donc ça fait de l'érosion. Voilà, donc en fait, ça c'est anti-écologique, quoi, en gros pour le dire. C'est contraire au fonctionnement des écosystèmes, à la complexité des écosystèmes. Donc voilà, pour répondre à ta question, il y a plein de pratiques, et le point commun de ces pratiques, c'est la complexité, enfin recréer ces symbioses entre les plantes. Alors elles ne sont pas toutes en symbiose, il y a aussi de la compétition, utiliser les insectes aussi. Dans la lutte, plutôt que de mettre des pesticides, il y a des systèmes de lutte avec les insectes. On lâche des coccinelles, bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais donc on utilise le vivant. Il y a des systèmes de prédation dans le vivant, donc on lâche des coccinelles qui vont bouffer les pucerons, etc., plutôt que de mettre un insecticide ou donc c'est ça. Et il y a quand même beaucoup de travaux maintenant. Quand même. Le retour des oiseaux. Voilà, les abeilles, il y a aussi toute la question des abeilles. On sait que cette monoculture à pesticides, elle tue les abeilles. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation, donc il n'y a pas d'agriculture. Ça, c'est un des enjeux aussi. Bon, voilà, on sort un peu du sujet, mais pas totalement. La disparition des abeilles, c'est une catastrophe sur le plan écologique, mais même sur le plan... Voilà, les abeilles, elles ne fabriquent pas seulement du miel. C'est pas le fait qu'on arrête de manger du miel, c'est qu'elles pollinisent, et sans pollinisation, il n'y a plus d'agriculture. Voilà, donc c'est ça l'écosystème. Donc et les abeilles, elles meurent massivement sous l'effet de certains pesticides, en fait. Voilà, pour répondre... Après, dans les pratiques concrètes, décrire le paillage, oui, peut-être qu'il y a du paillage, je ne sais pas trop ça. Je ne m'y connais pas exactement, mais c'est c'est un peu... Quel est le rôle des chambres d'agriculture ? Le rôle des chambres d'agriculture, c'est de faire ce qu'on appelle du développement agricole. C'est d'accompagner, en fait, les agriculteurs, de faire du conseil technique. Historiquement, elles ont accompagné toute la modernisation. Alors maintenant, elles se diversifient, elles sont obligées. Elles aussi, elles travaillent sur les circuits courts, sur la bio, elles sont obligées de se diversifier, mais le rôle principal, c'est d'accompagner les agriculteurs, d'envoyer des techniciens, en fait, pour les accompagner dans leurs pratiques. Voilà, et en fait, ces agriculteurs-là, ils ont tendance... Le problème des chambres d'agriculture, même si ça bouge un peu maintenant, c'est que pendant longtemps, elles étaient dans une vision... ce qu'on appelle diffusionniste du développement, c'est-à-dire que l'idée c'était qu'elles allaient apporter la bonne parole en fait. Les techniciens, ils apportaient la bonne parole, pour le dire comme ça. Ils vulgarisaient la recherche agronomique et ils disaient aux paysans voilà c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de la monoculture de blé, c'est simple, tu sèmes à telle période, il y avait des itinéraires techniques. Voilà. Alors ces agriculteurs, ils ont été très critiques de ça, en disant que les agriculteurs, on leur imposait en fait des normes techniques quand ils n'y arrivaient pas, parce que ces normes techniques, c'est des normes fabriquées en laboratoire, donc ça ne marche pas tout le temps, c'est plus compliqué dans la réalité. On leur disait qu'ils étaient incapables. Il y a eu tout un discours un peu de culpabilisation de tous ceux qui ne rentraient pas dans ce système. Et donc ces agriculteurs, ils ont essayé de contourner ça en fait, en disant les paysans, ils sont tous capables en fait. Le problème, c'est un problème de société. Et les pratiques agronomiques, ils doivent participer à les inventer. C'est un peu l'idée aussi. Donc ils les inventent avec le technicien. Il s'agit pas, c'est la même idée que tout à l'heure. Il ne s'agit pas de refuser la technique ou le technicien, mais on va co-construire avec lui en fait. C'est un partenaire, le technicien, mais c'est pas quelqu'un qui vient nous apporter la bonne parole. Et en plus, souvent la bonne parole, c'était quand même le discours. Ils venaient vendre. Ils sont associés aux coopératives, etc. Ils vendent. Il faut produire comme ça, donc il faut acheter ton engrais à la coopérative du coin. Il faut acheter ton matériel. Il faut aller. Pour ça, il faut que tu ailles au Crédit Agricole pour faire un prêt, parce que ça coûte cher. Donc tu t'endettes jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça le système en fait. Donc voilà. Donc eux, ces paysans, non pas qu'ils ne travaillent pas du tout, c'est plus compliqué avec les chambres d'agriculture, etc., mais ils ont un peu contourné ce système-là. Ils ont créé leur propre recherche agronomique, une recherche en plein air, quoi. Voilà. En tout cas, pendant toute la période d'avant leur reconnaissance. Maintenant, ils sont un peu intégrés aussi dans les chambres. Enfin bon, ça dépend des endroits, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Tout à l'heure, Laurent a parlé de suicide. Dans le monde agricole, c'est un des secteurs où il y a le plus de suicides. Est-ce que
on sait faire la différence entre les paysans alternatifs ou les paysans normaux. Quels sont ceux-ci? Bon, alors il y a des ouais, ça je sais pas exactement. S'il y a des études, ce qui est clair, enfin je vais pas statistiquement, on va pas dire voilà, mais quand même ce qui pousse les agriculteurs au suicide, ce qu'on constate, c'est que dans les crises, la crise de la vache folle, il y a eu des vagues importantes de suicides. Et c'est quand même plutôt des agriculteurs qui sont au bout, quoi. Enfin, au bout, parce qu'ils se sont agrandis, modernisés, ils ont 10 prêts au Crédit Agricole, ils sont endettés jusqu'au cou. Il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Petit Paysan, je ne sais plus, voilà, donc c'est quand même plutôt... Mais voilà, après, statistiquement, il faut regarder, je ne connais pas les stats. Seul, un peu isolé. Alors, isolés, voilà, c'est pour ça que je disais que la force de ces réseaux, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont en difficulté, hein. Parce qu'ils vivent quand même, ils ne vivent pas dans une forêt, au fin fond d'une forêt, coupée de la société. Ils sont quand même aussi dans le système. Mais il y a des systèmes d'agriculture, ils ont mis aussi en place des systèmes d'aide aux agriculteurs en difficulté. Donc quand il y a des situations qui deviennent critiques, parce que voilà, c'est pas... Alors il y a un collectif derrière, alors on évite d'aller au bout. Voilà. Maintenant... Oui, alors que dans l'agriculture conventionnelle, c'est quand même chacun chez soi. C'est un peu ça. Et puis le système pousse à ça. Enfin, en gros, tu as ouvert un nouvel atelier. Le grand truc, c'est qu'on... Tu n'arrives pas à dégager du revenu, mais au lieu de dire je vais diminuer mes charges en fait, et passer en bio, alors tu ouvres un nouvel atelier. En fait, tu augmentes le chiffre d'affaires, quoi. Et c'est sans fin. Le problème, c'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'après tu grossis, mais tu as de plus en plus de charges, la marge elle est toujours aussi ridicule, voire elle est nulle, et donc tu es au bout, quoi. Et donc après on dit, va au Crédit Agricole, il va te faire un prêt, c'est comme les prêts à la consommation, hein, pour éponger le prêt d'avant, mais en fait tu multiplies les prêts, puis à un moment le Crédit Agricole il dit stop. Il faut voir ce film, je crois que ça s'appelle Petit Paysan, je sais plus, mais moi qui montre très bien la logique, et après donc, quand on est au bout, et du coup tout le monde vous lâche, c'est souvent quand même ce mécanisme-là qui est un peu vicieux, quoi. Voilà, mais ça ne veut pas dire que les agriculteurs alternatifs, ils ne rencontrent pas des difficultés, que c'est facile, etc. Ça serait sinon, sinon, si c'était si simple, tout serait résolu. Enfin, par rapport à la question tout à l'heure, le système, il aurait changé depuis longtemps. C'est bien qu'il y a quand même des freins, que c'est difficile, ouais. À la fois une question, un petit témoignage, puisque j'ai souvent fait du woofing, stage de permaculture, etc. Et donc, j'ai été faire du woofing chez celui qui a fait le cours de permaculture. Qu'est-ce que ça s'appelle? Le woofing, c'est quand tu vas dans une ferme et tu passes une partie de ton temps à aider, et t'es nourri et logé, quoi, en fait. En fait, tu participes un petit peu à la vie de la ferme d'une certaine manière. En fait, ça, tu payes ton gîte et ton couvert. Ouais, enfin ça, c'est pas vraiment une expression vraiment très positive de dire ça. Enfin, ouais. C'est pas oui, c'est un échange. Enfin. Ouais, enfin il y a quand même un échange. C'est pas positif de dire ça, mais bon, d'ailleurs, le site du woofing, il est contre cette non, excusez-moi, j'ai pas. Mais c'est pas grave. Oui, en fait, donc il disait... Parce que lui, il est assez connu dans la permaculture, on me dit Darlington, je ne sais pas si vous connaissez, et donc il avait dit une fois, il était à une conférence avec Marc Dufumier, qui est encore plus connu que lui. En fait, ils étaient d'accord pour dire qu'en effet, on a un problème de société. Et donc en fait, effectivement, ça serait faisable de changer de modèle, quoi. En réalité, comme vous dites vous-même, il n'y a pas de mystère là-dessus, on a un truc qui est plus positif. Et un truc qui est moins positif, on peut changer l'alimentation, on peut changer les pratiques, on peut changer tellement de choses que, en fait, en réalité, dans les faits, on pourrait changer de modèle. Mais socialement, en fait, je pense qu'il y a un souci. Et moi, je me dis, c'est aussi un souci enfin, cette idée d'autonomie. Moi, je trouve ça super bien. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a une focalisation, en fait, sur cette idée d'autonomie. C'est-à-dire que moi, quand je vois Andy Darlington, il a passé sa vie dans cette quête d'autonomie. Donc, il a fait un super paysage comestible, etc. Il connaît plein de choses, sur les arbres, sur comment entretenir son paysage. Enfin, je veux dire, on peut dire que c'est fantastique, en fait, ce qu'il arrive à faire. Mais d'un autre côté, c'est le fait d'être pris dans cette quête d'autonomie. Je me demande si, finalement, ça ne pose pas un problème par rapport à la politique elle-même, parce que en réalité ils sont pris dans cette quête d'autonomie et
l'aspect politique et l'aspect finalement de défendre un modèle différent, il le montre dans les faits, mais d'un autre côté, il n'y a pas forcément énormément de transmission. Et il y a un problème par rapport à cette transmission. Lui-même, il était vraiment... il était déçu du fait qu'arrivé à la retraite, il ne trouve pas de personne pour reprendre. Donc il a gardé une partie de son cheptel pour entretenir finalement ce qui était ses terrains à lui, alors qu'avant il y avait ses moutons qui allaient sur une surface plus vaste, mais à un moment il a dû abandonner tout cette... Et en fait, tous les projets de repreneurs, ça n'a jamais fonctionné en fait. Et il y en a, et même dans les paysans alternatifs, il me semble qu'il y a vraiment ce problème de transmission, il est là aussi dans ces systèmes alternatifs. Il me semble, hein. Après, moi j'en ai vu pas mal des systèmes alternatifs, et avec une sorte de tension, je ne vais pas raconter plein d'histoires, mais une sorte de tension par rapport à cette possibilité de la transmission. Voilà. Donc, en fait, il y a deux questions. Hein. Il y a la question, comment en fait, finalement politiser ça de manière plus forte, parce que l'enjeu, pour moi, il est primordial, j'imagine que pour vous aussi. Mais dans l'esprit des gens, il me semble pas que dans l'esprit des gens, ça soit primordial, en fait. Ça soit le truc, la terre, qui compte en premier, quoi. Alors, ça dépend peut-être, c'est assez diversifié, je pense, chez les paysans. Et puis ça dépend ce qu'on entend par autonomie aussi. Là, j'entends qu'il y a un projet individuel, en fait. Cette quête d'autonomie, là, dont vous parlez, c'est un projet individuel. Ça peut devenir ça, l'autonomie, mais l'idée de l'autonomie, c'est quand même l'idée d'un projet collectif. Hein. C'est être autonome, être moins dépendant soi-même du système, mais dans un cadre collectif. Enfin, ils sont très... Et dans ce cas-là, il y a un projet collectif. En fait, c'est l'autonomie pour tous aussi. C'est pas l'autonomie pour moi dans mon... c'est pas l'autarcie. Enfin, du coup, c'est pas le repli sur soi. C'est pas l'autonomie qui se confond avec la liberté individuelle. Il y a vraiment cette idée de projet collectif, projet de société. Alors, qui peut-être dépend des générations, des paysans alternatifs. Il y a peut-être une tendance à ce que la dimension individuelle prenne le pas sur le projet collectif. Oui. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que je montre un peu dans les nouvelles générations. La dimension collective des années 70-80, elle s'éclipse un peu. C'est-à-dire qu'il y a ce projet d'autonomie, mais qui est un peu individuel, personnel, ma santé, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Mais à l'origine, en tout cas, dans ces mouvements-là, il y avait ce projet de société. Hein. L'autonomie, c'est un projet de société dans lequel individuellement ils se reconnaissent, mais c'était vraiment un projet collectif. C'est une question par rapport à votre présentation, ça. Parce que vous dites que finalement l'autonomie, elle se construit collectivement. J'ai l'impression que ça... Elle se construit collectivement, ouais. Mais, pour... le permaculteur en question, etc., là. De l'extérieur, etc., je trouve que c'est compliqué de voir comment se projeter. Ah oui. Parce qu'on n'a pas connaissance de ces collectifs. Comment s'insérer, moi j'ai l'impression que ceux qui font cette démarche, donc souvent c'est des gens qui sont diplômés, etc. Moi les exemples que j'ai en tête par rapport à ça, clair. C'est des agroparitech qui se mettent en groupe, qui font une super ferme et tout, et ça marche. Mais là, si on veut, le niveau culturel, il est tellement élevé. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qu'ils font partie d'une ce que j'appelais l'élite. Le terme n'est peut-être pas culturel, et oui, ça c'est clair. Que ça nécessite... mais des réseaux militants, il y en a, y compris en ville. Si vous consommez il y a plein de circuits alternatifs et tout ça. C'est pas parce qu'on est dans une AMAP qu'on va devenir agriculteur. Oui, soi-même. C'est sûr. Ça c'est sûr. Après, c'est un autre... On n'a pas du tout, à mon avis, organisé socialement. En fait, l'organisation sociale de cette transition agricole, cette mutation agricole que vous appelez de vos voeux, il me semble, pour moi, en fait, elle n'est pas vraiment organisée socialement. Ah non, elle n'est pas organisée socialement. On est plus dans une sorte de défense avec la Confédération paysanne, etc., de revendications
voilà, on est dans une forme de revendication d'un nouveau modèle, mais il me semble que sans vraiment avoir une organisation collective de la société dans son ensemble pour effectuer cette mutation. Ah si, ça je suis d'accord. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ah bah oui, mais ça, c'est ce que je disais, c'est un changement. C'est la question finale, apparemment, de la c'est la question finale, mais j'ai pas de réponse à ça. C'est qu'effectivement, après, c'est un projet de... Il faut changer la société dans son ensemble. Hein. Ça, c'est clair que c'est pas... On disait remettre 1 million de paysans, mais bon, ça, c'est un tout. Mais remettre 1 million de paysans, c'est changer... Tout le monde doit changer de mode de vie, là, en fait. Faut arrêter de... Il faut arrêter d'urbaniser, j'en sais rien. Enfin, c'est massif. Hein. Non, mais effectivement, donc là, je suis d'accord qu'il n'y a pas... Ça suffira pas de dire simplement faut remettre, faut qu'on retourne à la terre massivement. Mais retourner à la terre massivement, ça veut dire changer de boulot, ça veut dire bifurquer. Mais c'est très, voilà, non, mais ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a des gens qui réfléchissent à ça, mais on est loin, on est très très loin. C'est encore plus compliqué que simplement réformer la politique. Réorienter, ça, on pourrait le faire. Enfin, on le fait pas. Ils ne le font pas parce qu'il y a des lobbies, etc. Mais ça serait simple. À côté de tout le reste, le changement culturel, de société, de réorganisation, ah oui. Et puis quel type de société? Par ailleurs, on est tellement engagé dans... On parlait de l'accélération des portables, etc. Enfin, tout ça, c'est totalement... Ça va totalement dans le sens contraire, en fait. Donc, comment on fait par rapport à ça? Non, ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas être pessimiste. Par rapport aux véganes. C'est autre chose encore. N'abordons pas un autre sujet qui est polémique. Est-ce que les écoles, est-ce que les lycées agricoles font le plein? Je crois, oui. Je ne sais pas. Oui, je crois, mais que ça marche assez bien, les filières agricoles. Après, je ne sais pas quel est le public, si c'est encore majoritairement des enfants. Parce que majoritairement, je crois que même si ça change un peu, les installations, c'est largement des reprises. C'est des fils d'agriculteurs quand même, toujours. Mais non, mais ça, c'est la difficulté donc on évoquait tout à l'heure. C'est que l'accès s'installer quand on est hors milieu agricole, c'est hyper difficile. Même sur des petites surfaces qui ne coûtent rien, hein, même sur 2-3 hectares, en fait, il y a des verrouillages, mais c'est un verrouillage aussi politique. Hein, puis c'est un parcours du combattant, quoi. Enfin, pour arriver jusqu'à l'installation, c'est une bureaucratie incroyable. Voilà. Il faut suivre une formation agricole, mais pas que. Enfin, c'est très compliqué. Non, il y a tout un parcours quand on n'est pas du milieu. Mais ça, tout est fait, franchement. Là, pour le coup, ça rejoint la remarque, c'est qu'effectivement, tout est fait, rien n'est fait pour que ça change. Ça, je suis d'accord avec vous, mais je voulais être positive et optimiste. Et dire que, voilà, c'était ça l'idée. Mais effectivement, après, ça nécessite une réorganisation complète de la société. Et puis pas que là, j'ai parlé beaucoup de la France, mais c'est pas que... Après, c'est un problème aussi à l'échelle internationale. D'échanges nord-sud, enfin c'est tout, vraiment c'est hyper compliqué. Ah oui, voilà, c'est changer de monde. Mais bon, si je dis ça, c'est foutu, Changer de monde. Oui, puis mais là, on a c'est changer de monde. Mais il y a tout ce qui est forestier, il y a pas mal de gens qui font des formations dans le forestier, mais finalement on peut être forestier et habiter à Paris, hein, parce qu'il en faut des bûcherons pour... voilà, c'est ça aussi. Mais... Oui, non, après, on a rencontré un qui est en train d'étudier un arbre, là, c'était marrant, j'ai dit, vous êtes forestier, il m'a dit, moi je suis technicien de la forêt. Bah oui, c'est ça. L'arbre, il fallait le couper ou pas. Si je comprends bien, votre livre, c'est une prise de conscience d'un monde alternatif agricole et tout par rapport à un monde industriel. Vous proposez, je suppose, des solutions? Non. Aucune solution. Donc c'est un gros questionnement. Non, c'est un drive de recherche. Là, je l'ai présenté de manière... Ah non, moi, je propose pas de solution. Moi, je fais un constat, je décris, j'essaye de comprendre qui sont ces paysans. Alors, après, il y a une dimension politique. C'est pas qu'un travail de recherche. Voilà, parce que... Votre engagement. Oui, voilà, mais mon engagement... De la Commission européenne agricole... Oui, mais on ne mettra pas à la tête. J'ai peu de chance. Justement... Vu ce que j'écris, j'ai peu de chance de rentrer dans ces sphères-là. Voilà, c'est aussi ça les... Ministre de l'Agriculture. Voilà, non plus. Je pense que ministre de l'Agriculture, c'est... Voilà. Vous avez bien des solutions. Et il y a la revue. Il y a la revue quand même. Oui, mais la revue, c'est pas des solutions. L'idée, c'est pas... Non, mais c'est un travail... Oui, après, c'est un travail de recherche. Le fait de déconstruire tous ces mécanismes, de montrer que c'est viable, par exemple, alors que... Alors maintenant, il y en a d'autres qui montrent ça, mais qu'on disait que c'était
que ces alternatives, c'était justement le retour en arrière à l'agriculture du 19e, retour à la bougie, etc. Bon, bah voilà, donc l'idée, c'est aussi d'accompagner en montrant finalement que ce projet, il est viable. Alors, il est viable, mais en même temps, ça nécessite un changement de société et de monde. Voilà, mais... Ouais, bah, pourquoi pas l'agriculture 19e, mais il faut changer de... C'était de l'agronomie, il me semble. Ah oui, du point de vue agronomique. Ouais. Avant, oui, c'est clair. D'un point de vue des pratiques agronomiques. Après, socialement, la manière dont vivaient les paysans, tout n'était pas... Oui, agronomiquement, oui, non, c'est... Mais voilà, mais non, après, des solutions... Non, moi, mon travail, c'est plus de comprendre ce qui se passe, voilà, de montrer que tout ça est... qu'il y a une forme de rationalité dans tout ça, que ces agriculteurs, ils ne sont pas technophobes, arriérés, etc. Voilà. Bon, maintenant, c'est assez acquis, ça. Mais après, les solutions, non, j'en ai pas de solution. À part changer de société, à part ce que disait le voisin qui est au fond, là, qui disait qu'il faut changer de monde et de société. Bon, c'est ça la solution. Mais bon, ça, il y en a d'autres qui... Après, comment on fait ? Transmettre, mais ça passe par l'éducation aussi. Il y avait une question tout à l'heure sur l'éducation, les enfants. Je pense que ça commence très tôt, voilà, les futurs consommateurs. Voilà, non mais ça c'est vrai que ça commence, parce qu'après quand on est rentré on est formaté, c'est un peu tard, mais bon, l'éducation, voilà. Mais dans des produits qu'on consomme généralement pour le goûter, le nombre d'ingrédients dans un paquet de biscuits, même dans les conserves, tout est vraiment à reprendre au niveau des enfants. Il faut qu'ils soient sensibilisés au bien manger. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais il faudrait les emmener ailleurs qu'au Salon de l'Agriculture, du coup. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Salon de l'Agriculture qui se tient tous les ans à la porte de Versailles. C'est le temple du productivisme agricole. Si, c'est le temple, et on vous met 2-3 espèces de vaches vous avez 20 vaches différentes, on vous montre toutes les espèces sans vous dire qu'il y en a une qui constitue 99% du cheptel et que toutes les autres, elles sont toutes en voie de disparition. Vous avez l'impression d'une biodiversité incroyable, les enfants, ils adorent, hein. Ils vont toucher les animaux, et voilà, mais c'est une catastrophe, enfin, ce salon d'agriculture. Alors, il y a plein de salons alternatifs maintenant. Des salons des paysans, justement, ceux-là, ils organisent, mais c'est un peu délocalisé, c'est pas forcément à Paris. Pendant le salon d'agriculture ou en marge des salons de l'agriculture paysanne, quoi, voilà, comme les agros d'ailleurs qui essayent de faire. Mais bon, les agros, pareil, ils sont pas très nombreux. Hein. Mais ils sont très médiatistes parce que c'est un peu des actions coup de poing. L'école agro-paritech, elle reste dans le modèle dominant, il me semble. Globalement. Alors après, il y a tout un discours, ils intègrent les questions, mais c'est beaucoup de communication, effectivement, ça reste. Il y a quand même de l'espoir, parce que les étudiants d'agro, là, il y en a 6, je crois, là, 6 ou 7, qui ont déclaré justement qu'ils étaient contre l'agriculture productiviste et ils faisaient la promotion de... Et ça a surpris. Mais 6 ou 7, beaucoup de monde. Une promo, ils sont 200 ou 250. Non, il n'y en avait que 8 ou 7 qui ont Oui, c'est ça. Donc qui ont dit qu'ils sont sortis du lot. Ah oui, d'accord. Ok. Et on en apparaît pas mal dans la presse, des reportages, etc. Non, mais il faut être optimiste, ça change. Voilà, ça change. Bouge, au moins, un petit peu. Même dans les grandes écoles en général, d'ailleurs. Il y a pas mal d'ingénieurs qui refusent des postes. Ça bouge un peu, mais après, statistiquement, je ne suis pas sûre que ça soit très représentatif. Mais c'est le problème du seuil, enfin des échelles. Voilà, comment. Ça, je sais pas. C'est la question que je posais à la fin, mais ça, j'ai pas trop de réponse. Quand on pense à tout ce qui est jeté. Ah oui, ça aussi. Tout ce qui est jeté sur produits ou envoyé dans les pays du Sud aussi. D'aliments qui partent. Moi, je me souviens de repas au Valérie. Et j'y passais comme ça de temps en temps. Et puis, je voyais les gamins, ils tartinaient le camembert qui n'avait pas été entamé. D'ailleurs, tout ce qui était posé sur les tables de la cantine ne devait pas être distribué, même aux associations. À l'époque, tout était jeté. Une fois que ça passait de la cuisine centrale sur les tables des enfants, on jetait. Après, si ce n'était pas consommé, pas entamé, on jetait tout. Ils tartinaient le camembert avec de la moutarde. Un jour, je m'étais aperçu qu'ils étaient partis, ils avaient quitté la table, toutes les oranges étaient restées.
Ils n'avaient pas mangé le dessert parce qu'ils s'étaient ils étaient rassasiés avec les frites et les steaks hachés. D'ailleurs, on m'avait expliqué qu'il fallait 7 fois la proportion de frites pour qu'ils soient rassasiés. Ils demandaient des frites et des steaks hachés. Ça, c'était le rêve. Et finalement, j'avais pris les oranges. Je suis montée dans une classe où il y avait un cours que j'ai demandé d'interrompre. Je leur ai expliqué que la nourriture, ça se respectait. Et ça, ils ne comprenaient pas. Au fond, c'est ça le problème aussi. Hein. C'est qu'on ne respecte pas les paysans, on ne respecte pas ce qu'ils produisent, et on ne respecte pas ce qu'on mange, et on jette. Et c'est du gâchis énorme. Du gâchis. Et les enfants sont très réceptifs à ce genre de... ils comprennent. L'éducation est à la base de tout. Oui. Ça, ouais, même pour ces agriculteurs-là, finalement. Même pour ces agriculteurs-là. Enfin, c'est ce que je constate. C'est quand même, j'ai insisté là-dessus, le côté, les apprentissages, voilà, le fait de questionner en permanence et tout ça, c'est ça qui fait réfléchir, voilà, mais c'est pas... Oui, mais qui décide ce à quoi il faut éduquer? Ah ben ça, c'est encore un autre problème. C'est les programmes scolaires, c'est le ministre de l'éducation. C'est pareil. Voilà, l'éducation nationale, mais qu'est-ce qu'ils ont? Le programme, il tombe du ciel, donc c'est sûr que... Enfin, pas du ciel. Bah, il tombe, si, dans un sens. Dans un sens, les professeurs... Ah oui, c'est-à-dire que les profs ne sont pas inclus. Ils des programmes, ça que je veux dire. C'est tout. Oui, oui, ils sont imposés, en fait, ouais, c'est ça. Voilà, on n'est pas acteur, en fait, des choix éducatifs, en réalité. Ouais, c'est pas... Voilà, c'est un fait. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci, Merci, c'était intéressant. Donc le livre, on peut se le procurer où? Et ben, voilà, c'est ça.